Hello à toutes et à tous. L'épisode que vous allez écouter fait partie de la série sur la longévité. Un des thèmes clés que j'ai envie de creuser à fond dans cette saison 3 de 108 milliards. L'enjeu à terme de la longévité, c'est de vivre plus longtemps en bonne santé. Mais avant même de se projeter sur les bénéfices à long terme, ce thème m'a particulièrement passionnée pour les bénéfices dans ma vie présente. J'ai commencé par étudier l'impact de la santé physique sur la santé mentale. Et au début, je pensais pas que ça allait m'emmener aussi loin. J'ai eu l'impression d'ouvrir un coffre au trésor. Et c'est ce coffre au trésor que j'ai envie de vous partager dans cette série d'épisodes dédiés à la longévité. J'ai invité des experts du sujet qui vont nous donner des clés concrètes, mais j'ai aussi expérimenté. Vous le savez, j'évite de vous parler de ce que j'ai pas moi-même testé et appliqué dans ma vie. Et pour ça, j'ai trouvé le partenaire idéal. C'est une start-up qui s'appelle Zero Health et qui veut transformer notre manière de penser la santé et démocratiser la longévité. Grâce à Zero Health, j'ai eu accès à un check-up sanguin ultra complet, loin des check-ups habituels. J'ai aussi eu des conseils ultra personnalisés qui me permettent de savoir exactement où j'en suis côté santé et quels sont les changements que je peux mettre en place aujourd'hui pour éviter de développer certaines maladies dans le futur. Et au-delà des maladies, simplement rester au maximum de ma forme le plus longtemps possible. Avant, je savais que ça existait, ce genre de check-up, mais j'imaginais que ça coûtait une blinde, que c'était réservé aux milliardaires. Zero Health est en train de rebattre les cartes, en proposant un process ultra facile à un tarif qui n'a rien à voir avec le reste. Moins de 400-500 € versus plusieurs milliers d'euros par an. Je suis assez bluffée par ce qu'ils sont en train de construire. Et je vous recommande chaudement d'aller regarder. On vous mettra les liens dans les notes de l'épisode et vous aurez en plus un cadeau si vous venez de notre part. Et pour ça, c'est assez simple. Il suffira de rentrer le code promo 108 milliards au moment de l'inscription. 108 milliards, 108 en chiffres et milliards avec un S. Très bonne écoute. Bonjour Émilie, bienvenue sur le podcast de 108 milliards. Bonjour Mia, merci de m'avoir. Bah ouais, on est dans une série que j'ai démarrée avec un de tes acolytes, donc avec Max de Zero Health. Et cette série, c'est sur le sujet de la longévité. Et donc j'ai reçu Max qui a monté donc Zero Health. Une des questions que je lui ai posées hors antenne et même je pense pendant l'enregistrement, c'est qui sont les meilleurs médecins, les meilleurs experts à inviter dans cette série pour comprendre de quoi il en retourne quand on parle de longévité. Et il m'a donné ton nom. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Merci Max. Voilà. Donc raconte un petit peu, déjà peut-être pour nos auditeurs qui n'auraient pas écouté les épisodes précédents de cette série longévité, qu'est-ce que toi tu mets derrière ce mot de longévité ? On parle aussi de médecine fonctionnelle, quelles sont peut-être les nuances entre les deux, etc. Et puis ensuite, comment t'en es arrivé là ? Toi, t'es médecin généraliste à la base ? Oui, à la base. Ouais. En fait, on utilise plusieurs termes. Alors moi, je dis, je suis médecin fonctionnel, je suis médecin anti-âge, mais quand tu dis anti-âge, mes amis, je leur dis ça. Alors tout de suite, ils me disent, tu fais du botox, tu fais des injections. Ouais, alors je leur dis, non, je fais pas d'esthétique, même si c'est bien, il y en a qui font ça. Donc ça, c'est un terme qui porte un peu à confusion, donc je l'utilise plus trop. Je dis que je fais de la médecine préventive, de la médecine de longévité. Et concrètement, c'est juste aider les gens à vivre, alors plus longtemps, oui, mais surtout en meilleure santé plus longtemps et de prévenir toutes les maladies chroniques, toutes les pathologies chroniques qui ensuite créent plein d'autres soucis et donc qui font qu'on vit de plus en plus vieux, mais pas forcément en meilleure santé. En fait, c'est ça le constat qu'on fait ces 30 dernières années dans des pays occidentalisés où on a accès à des soins, de la médecine, etc. C'est qu'on vit plus longtemps, mais on ne vit pas forcément en meilleure santé. Maintenant, c'est les 20, 30 dernières années de la personne qui se passent souvent avec des maladies, avec des Exactement. maux. Exactement. En fait, il y a une personne sur deux, concrètement, qui les 10 dernières années de leur vie sont quasiment grabataires, ou en tout cas avec des pathologies médicales qui font que la qualité de vie
est fortement impacté. Donc, l'idée, c'est pas forcément... Alors, il y en a qui ont cet objectif-là. Moi, je ne sais pas si j'y crois à court, moyen, long terme, et je ne sais pas même si philosophiquement, c'est quelque chose qu'on devrait viser, d'être immortel. Mais ce que je sais... On a parlé de ça avec Max, du mouvement de Brian Johnson, qui s'appelle quand même Don't Die. Bon, c'est toujours la version extrême américaine. Voilà, au moins c'est catchy, tu le retiens. Ouais. Bon... moi, personnellement, je n'ai pas l'objectif de vivre jusqu'à 120 ans. En revanche, si je peux vivre jusqu'à 85 ans et à 85 ans mourir dans mon sommeil et le jour avant être en train de jouer avec mes petits-enfants, avoir mon petit potager et d'être chez moi en train de faire mon propre repas, j'aurais tout gagné. Ok, c'est ça le but. Et donc, c'est ça l'objectif, c'est de se dire, ces 10-15 dernières années où les gens aujourd'hui ont en moyenne 5 médicaments, des rendez-vous chez les spécialistes, chez les médecins, chez les cardiologues. Ils ont une auxiliaire de vie, ils peuvent plus faire de sport, ils peuvent plus jardiner, ils peuvent pas forcément s'occuper de leurs petits-enfants ou conduire. C'est de faire en sorte que cette phase-là, on ne l'ait plus. Et donc, ce que tu dis, c'est que c'est pas une fatalité, en fait, cette phase-là. C'est pas du tout une fatalité. Parce que, en fait, aujourd'hui, on sait, donc l'OMS nous dit que 80% des pathologies cardiaques, des AVC et des diabètes sont évitables. Wow. Et 40% des cancers. Et moi, j'ai la chair de poule quand j'entends ces stats. Voilà. Des choses qu'on a grandi avec cette croyance, cette idée reçue que c'était des fatalités et qu'on ne pouvait rien y faire. Non, pas du tout. Et en fait, même des maladies qu'on n'imagine pas comme évitables le sont. L'ostéoporose, c'est pas une fatalité, ça se guérit, en tout cas ça s'évite. Moi, on m'a toujours dit que c'était héréditaire. Il y a une part héréditaire, comme le diabète. Si dans ta famille tout le monde a du diabète, tu as une prédisposition génétique à être diabétique. Mais c'est ça la beauté de l'épigénétique. Ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est on a tous l'ADN qui est fixe, donné à la naissance, mais ensuite tes gènes, ils vont s'éteindre ou s'allumer comme un interrupteur en fonction de comment tu vis ta vie. Et donc, oui, peut-être que tu as une prédisposition génétique à faire du diabète, mais si tu as un mode de vie sain toute ta vie et que tu fais tout ce qu'il faut, cet interrupteur, il ne va pas forcément s'allumer. Et alors déjà, le concept d'épigénétique me parle depuis très longtemps, etc. Mais je te remercie parce que c'est la première fois qu'on me donne une définition aussi claire, aussi intelligible, aussi simple à comprendre. Donc, c'est une image que j'essaie d'utiliser avec mes patients pour comprendre, en fait. Parce qu'effectivement, cette idée de « Ah, tout le monde dans ma famille est diabétique, je vais forcément être diabétique ». Non, en fait, pas forcément. C'est un risque. Comment est-ce que alors on rentre tout de suite dans le dur, mais on reviendra ensuite aux questions un peu plus introductives. Mais comment est-ce que l'épigénétique, par exemple, donc mon interrupteur ne s'allume pas parce que j'ai fait des choix d'environnement, des choix de mode de vie qui ont fait que l'interrupteur s'est pas allumé. Qu'est-ce que je transmets à mes enfants ou à mes descendants ? Comment est-ce que ça se... Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en plus, l'épigénétique se transmet également. Par exemple, on sait, et sur plusieurs générations. Donc, en fait, on sait que, par exemple, les femmes qui sont enceintes pendant un événement traumatique, donc moi, j'ai beaucoup travaillé avec des femmes d'origine nigériane qui arrivaient en France enceintes ou qui tombaient enceintes après, des travailleuses du sexe, etc. Et en fait, on sait que ces grossesses-là, qui ont lieu avec un stress chronique des mères, il a donc des répercussions directes sur les enfants et même d'un point de vue physique. C'est pas que psychologique. Psychologique, on arrive plus facilement à l'imaginer. On se dit oui, c'est des enfants qui vont avoir plus de TDAH, qui vont être plus perturbés. Et on se dit c'est parce que la maman, quand ils sont nés, n'était pas... Mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ça se joue au niveau des gènes. D'accord. Et donc, c'est des enfants qui vont avoir aussi plus facilement des troubles métaboliques, du diabète infantile, etc. Et donc, pendant la grossesse, et maintenant on se dit peut-être même au moment de la conception, déjà, on transmet de l'épigénétique à nos enfants. On transmet des interrupteurs plus ou moins allumés ou éteints. Oui, et on l'a vu par exemple avec le Distilbène. Donc c'était, voilà. En fait, les grands-mères qui avaient pris du Distilbène pendant leur grossesse ont transmis des anomalies qui étaient gynécologiques à leurs filles et même à leurs petites filles sur 3 générations. Et en fait, c'est pareil pour le stress, c'est pareil pour de l'obésité. Une femme qui a un diabète gestationnel, c'est un facteur de risque que son enfant soit diabétique. Donc,
si quand votre mère vous attendait, elle était diabétique, elle a fait du diabète gestationnel, vous avez plus de risques d'être diabétique, et ainsi de suite. Et donc ça se transmet en transgénérationnel. Mais donc là, tu donnes beaucoup d'exemples, entre guillemets, moins rigolos, enfin négatifs, de ce que les pauvres mères, on a tellement de culpabilité. Mais donc voilà, de choses qu'on transmet à nos enfants et à nos petits-enfants en fonction de ce qu'on a vécu au moment de la conception, au moment de la grossesse, au moment voilà, dans ces moments clés, quels étaient mes interrupteurs allumés et éteints. Mais est-ce que la réciproque aussi est vraie ? Si par exemple, ok, j'ai beaucoup de gens qui ont un diabète dans ma famille et que pendant la conception de mes enfants et pendant ma grossesse, j'ai fait des choix de mode de vie, d'environnement pour éteindre mes interrupteurs. Est-ce que je transmets, entre guillemets... Eh ben non, justement. C'est génial, ça. Oui. C'est incroyable. Donc en fait, on a du pouvoir, en fait. Et alors, on a tous été dealés des cartes dans la vie, et il y a certaines qu'on ne choisit pas, c'est ce que tu disais, en fait, malheureusement. Et la culpabilité des mères, voilà, c'est en fait... Mais en fait, on a des cartes qu'on n'a pas choisies, mais il y en a qu'on peut quand même choisir. C'est super. Et donc, maintenant, parce que je te disais, on est rentré tout de suite dans le dur. Si on rétropédale, si tu reviens un peu, toi, sur ton parcours et comment t'en es arrivé à la médecine fonctionnelle, préventive. Moi, donc, de formation, je suis médecin généraliste. J'ai toujours voulu être médecin. Depuis que j'ai 7 ans, je dis je veux être médecin. Il n'y a personne dans ma famille dans le médical, mais je regardais Dr. Queen à la télé. Et merci, je me disais, Dr. Queen, femme médecin. Ah non, mais moi, c'était mon rêve, quoi. Tu vois, cette femme hyper indépendante. J'ai 34 ans. Ah ouais, donc c'est vraiment... Je la voyais avec son amoureux Queen. Magnifique, là, et je me disais... Et puis, elle faisait sa vie toute seule avec ses enfants, tu vois. Je me disais, mais c'est génial, ça. Moi, je veux faire ça sur mon cheval. Bon, voilà. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, je veux être médecin. À l'époque, je voulais être pédiatre. Et puis, en fait, j'ai eu 4 enfants. Je me suis dit, j'en vois assez à la maison. Ça, on va oublier. Ouais, okay. Et en fait, justement, moi, ce qui m'intéressait dans la médecine, c'était l'approche holistique, l'approche globale, de se dire j'ai pas envie d'étudier un organe, tu vois, le cœur c'est magnifique, c'est intéressant, mais j'aime bien l'approche systémique, de se dire mais comment les organes fonctionnent entre eux, comment les hormones déclenchent des réactions dans le corps, comment l'estomac est connecté au cerveau, comment le mental, l'environnement, le contexte familial d'une personne va faire qu'il va développer ou non telle pathologie psychiatrique. Donc tu t'es posé ces questions-là avant que ce soit à la mode, entre guillemets, déjà de faire une médecine intégrative, ce qui maintenant est beaucoup plus... Ou en tout cas, c'était déjà un argument pour faire de la médecine générale, qui pour le coup n'est pas hyper valorisée dans le processus de médecin, dans le cursus. On te dit toujours faut être chirurgien, faut faire une spécialité, ça veut dire que tu as mieux réussi. Mais moi, ça m'a jamais intéressée parce que j'aimais cette approche globale et aussi ce lien avec le patient, où le patient, il est un petit peu acteur aussi, parce que tu le revois, tu crées un lien, on essaye des choses, alors que le spécialiste, tu le vois, il traite ton cœur, donc comme il traite ton cœur, il s'en fiche de ce qui se passe à la maison. Donc moi, j'aime les gens, j'aime le contexte, j'aime la relation. Donc c'était un peu une évidence. Et donc très rapidement, j'étais en 3e année de médecine et je savais déjà que je voulais être généraliste. Et donc je me suis installée rapidement. Comme moi, j'avais eu mes enfants quasiment j'ai eu mes enfants avant d'avoir ma thèse. Donc vite, je me suis installée et j'étais dans un grand cabinet avec 7 médecins. Et en fait, j'ai quand même un petit peu déchanté parce que j'adorais mon métier vraiment, mais les circonstances, la manière dont on pouvait le pratiquer, et en fait, c'était pas ce que j'avais en tête. Parce qu'aujourd'hui, donc c'est ce que je disais tout à l'heure un peu hors écoute, mais en fait, le médecin généraliste aujourd'hui, il éteint des feux toute la journée. On a trop de patients, on a des consultations qui durent 10, 15, 20 minutes grand max. On doit prendre des urgences tout le temps. Et donc, en fait, et en plus, même financièrement, la prévention n'est pas du tout rémunérée. Donc, tu peux pas passer 1 heure avec un patient juste pour l'aider à arrêter de fumer. Donc, il faut le faire revenir, mais il le fait pas. Il attend 1 heure dans la salle d'attente parce que tu as quelqu'un qui... Voilà. Donc, en fait, j'avais l'impression de faire des trucs expéditifs toute la journée et au final, d'apporter un bénéfice qui était parce que je pensais que je pouvais donner plus, tu vois. J'avais envie de faire mieux. Et en même temps, les circonstances, la manière dont le système de soins était organisé, j'étais un peu bloquée parce qu'il faut que je gagne ma vie, il faut que ça tourne, il faut que je vois 25 patients par jour, il y a de la salle d'attente qui se remplit, etc. Et puis, il y avait des frustrations plus fondamentales, c'est-à-dire qu'en fait, j'avais l'impression de
régler des problèmes, mais tu vois, de régler des cancers avec des petits pansements, quoi. C'est-à-dire que les gens, ils arrivent, hop, tu leur découvres un diabète, tu leur dis, bah voilà, vous avez un diabète, maintenant il faut arrêter le sucre, voilà un médicament, au revoir. Ouais. En fait, Ils savent pas, il y a tout un... Bah, il faut expliquer, et puis surtout, tu te dis, mais en fait, ce diabète-là, ça faisait 10 ans qu'il évoluait. Si j'avais eu le temps, j'aurais regardé ses prises de sang d'il y a 1 an, d'il y a 2 ans, d'il y a 3 ans, j'aurais vu qu'on y arrivait de toute façon, j'aurais pris 1 heure avec lui, je l'aurais expliqué déjà il y a 2 ans comment faire, mais je pouvais pas. Et donc, il y avait cette impression de... Voilà, régler des problèmes, mais pas par la racine. En fait, c'est de te dire, voilà, cette maladie, le diabète, par exemple, c'est un arbre. J'arrive, je tronçonne une branche parce que le patient, là, il est gêné par ça. Mais en fait, je m'occupe pas de la racine du problème, qui souvent est le mode de vie, et comment on dort, comment on fait du sport, etc. Et en fait, je balance un médicament en disant, voilà, ça va faire le taf. Mais limite, je me lave les mains, quoi. Ah, c'est bon, prends le médicament. Voilà, et les médicaments ont une place importante, et ils ont une place aussi, d'ailleurs, dans la médecine préventive. Comme les spécialistes ont une place, et ça c'est inévitable, mais moi en tout cas personnellement je n'avais pas l'impression de faire mon travail d'éducation, d'information, de médecine générale en fait. J'avais l'impression d'éteindre des feux toute la journée. Et l'autre frustration, c'était toutes ces pathologies fonctionnelles. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que j'avais de plus en plus de patients, et des jeunes de 22, 25, 28, avec des pathologies qu'on appelle fonctionnelles. C'est quoi des pathologies? Ça veut dire, c'est des maladies, si tu veux, qui n'ont pas de critères cliniques très francs. Tu vois, une sclérose en plaques, on te fait une IRM, on te fait une ponction lombaire, il y a des critères qui font qu'on dit, hop, c'est une sclérose en plaques, tac, le traitement c'est ça, on règle votre problème et on vous suit, et voilà. Mais tu as de plus en plus de pathologies, comme le syndrome du côlon irritable, où les patients, tu les envoies chez le gastro-entérologue, le gastro-entérologue te dit, il n'y a rien. Tu les envoies, ils ont des douleurs articulaires, tu les envoies chez le rhumatologue dit il n'y a rien, l'interniste dit il n'y a rien, le kiné dit bah non, c'est atypique. Et les patients, ils reviennent, ils ont une pathologie qui est invalidante. Et personne n'a de ça solution. Se manifeste comment, le syndrome du côlon irritable? Le syndrome du côlon irritable, c'est quand même 10% de la population, alors avec des niveaux plus ou moins sévères. Donc, tu as des gens qui sont vraiment handicapés, puis d'autres pas tant que ça. Mais c'est souvent des symptômes qui s'apparentent à une alternance de diarrhée, constipation, des maux de ventre, des crampes. Ouais, c'est quand même assez... Voilà. Et souvent, c'est corrélé au stress, mais à certains aliments également. Il y a une prédisposition génétique. Souvent, il y a des familles comme ça qui ont plus facilement, qui te disent, voilà, moi, je digère pas, puis dès que je suis stressée, j'ai mal au ventre, etc. Et donc, ça, c'est un exemple de pathologie fonctionnelle. Que personne ne règle. Et que limite, on pourrait dire aux gens, mais apprends à vivre avec, ça va, t'as un peu mal au ventre. C'est ça, mais même la fibromyalgie, fatigue c'est quoi, chronique. La fibromyalgie ? La fibromyalgie, c'est des patients qui ont une fatigue chronique, des sensations un peu parfois de brûlure, de fourmillement dans les membres, des douleurs articulaires, et parfois aussi au niveau digestif, justement, il y a un peu des aigreurs d'estomac. Et là, c'est pareil, tu les envoies chez le psy, le psy dit « Ah bah oui, c'est une dépression déguisée », mais en fait, on ne sait pas trop. Le rhumato dit voilà, il n'y a rien. Et en fait, on fait quoi? On leur balance des antidépresseurs et on voit si ça s'améliore. Dans mon expérience, c'est très compliqué de traiter une fibromyalgie et on ne sait pas faire. Donc, j'avais toutes ces pathologies avec des patients qui reviennent. Et je jouais au ping-pong. Tu les envoies chez le spécialiste, un autre spécialiste, et ils reviennent, tout est normal. Et ça les déprime encore plus, parce qu'ils te disent, moi je préférais qu'on me trouve quelque chose et qu'on ait une solution. Oui, la clarté. Voilà. Et toi, en tant que médecin généraliste, t'es complètement démuni, parce que t'as pas été formé, parce que tu sais pas quoi faire, et parce que c'est chez toi qu'ils reviennent, finalement. Le spécialiste, il le voit une fois, mais c'est chez toi qu'ils finissent en bout de course. Et donc, pareil, grand sentiment d'impuissance, tu vois, moi qui étais partie avec ces idéaux de je vais aider les gens. J'avais des patients de 28 ans qui arrêtaient de bosser. Enfin, là, c'est le cas extrême, mais voilà. Et tu dis, donc, du coup, les populations jeunes, c'est de plus en plus fréquent de voir ces maladies fonctionnelles. Alors moi, j'avais beaucoup de patients jeunes parce que j'étais dans un quartier étudiant, un quartier de travailleurs, donc il y avait peut-être un biais aussi. Mais en tout cas, c'est ceux-là qui m'ont marqué, parce que tu vois, quelqu'un de 65 ans qui te dit, voilà, j'ai un peu des crises articulaires, déjà, c'est plus accepté. Peut-être c'était plus dans ton imaginaire. Voilà, et puis eux-mêmes s'en accommodent, ils vont pas chez le médecin, parce que voilà. Mais bon, des patients de 25 ans qui te disent, je suis tout le temps exténuée, fatiguée. Il y a un problème. C'est pas normal. Enfin, moi, ça me paraissait pas normal, en tout cas. Et donc, c'est tous ces constats qui ont fait que je me suis dit, non, mais il doit y avoir quelque chose d'autre. Et je suis tombée sur des articles
qui parlait de médecins fonctionnels aux États-Unis et puis aussi mes patients. C'est-à-dire que les patients qui sont dans ces impasses-là, eux-mêmes, ils font leurs recherches. Et donc, j'ai des patients qui ont commencé à me dire, j'ai commencé un régime kétogène, ça a réglé tous mes problèmes. Un autre qui me disait, voilà, j'ai changé complètement mon mode d'alimentation, de sommeil. Et en fait, au lieu d'avoir des douleurs 20 jours dans le mois, c'est que 5 jours. Et en fait, je les écoutais, quoi. Et je me disais, bon, il y a peut-être quelque chose et en fait, j'ai creusé. Beaucoup de médecins n'écoutent pas. Ils sont très... Ah ben non, attends, qu'est-ce qu'ils me racontent ? Mais c'est intéressant quand tu dis... j'ai des patients qui m'ont dit j'ai commencé tel régime ou j'ai commencé à manger différemment, à dormir différemment et ça a réglé mon problème. Pour te partager pourquoi est-ce que moi j'en suis arrivée à m'intéresser à la longévité, etc. Donc moi, je suis coach, préparatrice mentale, je travaille plutôt avec des dirigeants de start-up, mais juste parce que c'est mon réseau initial. Et en fait, je suis assez vite arrivée à la conclusion, en regardant mon propre parcours et celui de mes clients, que si tu adresses pas le volet physiologique de la santé mentale, en fait, moi, je peux leur apprendre plein de choses sur le cerveau et plein d'exercices, plein de routines de journaling et tout ce que tu veux. Si quand tu n'as pas dormi, en fait, tu as des pensées qui sont noires et puis c'est comme ça. Tu sais, et une anecdote vraiment qui m'a frappée, c'était pas il y a pas si longtemps que ça. Il y a un dirigeant de start-up qui me contacte à un moment où j'ai pas de place pour le prendre, où je suis sur liste d'attente, et il était vraiment pas bien. Limite, on n'avait pas vraiment parlé, mais après coup, je me suis dit, si j'avais vraiment parlé avec lui à ce moment-là, je lui aurais recommandé de voir un psy. Il était vraiment pas bien. Et je le revois 3 mois plus tard, en lui disant, maintenant j'ai peut-être un peu de place, si tu veux, on peut faire connaissance. Et entre-temps, il allait beaucoup mieux. Donc on a quand même travaillé ensemble, mais justement on a commencé la partie coaching de ok, maintenant je vais bien et j'ai envie d'apprendre plein de choses machin, mais il avait réglé le truc de je suis pas bien, et donc je lui ai dit mais t'as fait quoi depuis 3 mois? Et j'ai recommencé à faire du sport, j'ai fait attention à ce que je mangeais, j'ai arrêté de boire de l'alcool, enfin plein de trucs physiologiques. Et si tu veux, c'était le symbole de, en fait, la partie physiologique fait complètement partie de mon métier de coach. Et du coup, avec le podcast 108 milliards, je me suis dit ok, il faut absolument que j'y dédie une série, que j'invite des spécialistes, parce que sinon, quelque part, je fais pas mon boulot correctement, quoi. C'est intéressant, tu vois, ce que tu disais sur le sommeil. C'est la Sleep Foundation qui dit que quand tu as passé une mauvaise nuit de sommeil, tes fonctions cognitives sont diminuées de 25%, et c'est équivalent à fonctionner comme si tu avais 0,05 g d'alcool dans le sang. Oh là là, donc, j'aime bien cette comparaison. Non, mais tu vois, quand tu travailles avec des dirigeants, parce que moi aujourd'hui, c'est ça aussi mes patients, c'est que aujourd'hui, donc, cette activité, elle n'est pas remboursée par la Sécurité sociale, donc j'ai beaucoup de consultants, de dirigeants, d'étrangers, etc. Et en fait, leur objectif, c'est surtout la performance aujourd'hui. Et ça, c'est aussi mon histoire à moi. C'est-à-dire que mes amis me disent « Ah, mais pourquoi tu penses à la mort? T'as que 34 ans, t'es en bonne santé, tu bois pas d'alcool, tu penses déjà à ça ?» Et je leur dis « Mais non, moi, je pense à aujourd'hui. En fait, j'ai 4 enfants, j'ai un cabinet, j'ai un mari, j'ai des amis, je fais du sport. Maintenant, je suis consultante pour une entreprise. Enfin, en fait, moi, je dois avoir cette hygiène de vie d'athlète pour donner le meilleur de ce que je peux donner aux autres tous les jours. Et si en plus, plus ça fait qu'à 85 ans, je suis encore en train de skier, c'est super. Mais c'est cherry on the cake. Voilà, mais en fait, ça me sert déjà aujourd'hui. Et c'est aussi pour ça qu'on arrive à avoir cette discipline, c'est qu'on en voit les fruits, on en voit les bénéfices, quoi. C'est exactement ça. Donc, pardon pour cette parenthèse, mais du coup, si on revient toi à ton parcours, donc tu ressens cette frustration et cette impression que finalement, excuse-moi l'expression, que tu pisses dans un violon en étant généraliste de manière traditionnelle. Et qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? J'ai commencé à me former toute seule, parce qu'à l'époque, c'était il y a pas 10 ans, mais quasiment, il n'y a quasiment pas de ressources en français. C'était pas encore à la mode. Non, c'était pas à la mode. Et puis donc tous les sites, tous les livres sont en anglais. Donc moi j'ai la chance d'être bilingue, donc j'ai commencé à me former, mais toute seule en lisant des livres. Parce que du coup aux États-Unis, ils sont beaucoup plus en avance. Enfin, c'est quoi un peu il y a quasiment 10 ans d'avance. Les premiers médecins fonctionnels, entre guillemets, aux États-Unis, ils ont commencé il y a une dizaine d'années. D'accord. Comme la santé est beaucoup plus privatisée, il y a aussi plus d'argent qui est injecté dans tout ça. Et donc c'est vrai qu'ils sont en avance. Alors c'est peut-être une mauvaise chose aussi, mais parce que leur système de soins est organisé de manière à ce que les initiatives privées soient plus faciles. En tout cas, aux États-Unis, c'est pour le meilleur et pour le pire, entre guillemets. Pour les privilégiés, c'est ça. La médecine a beaucoup d'avance, et puis pour le reste du monde, tant pis pour eux, quoi. C'est ça. Mais
du coup, il y a quand même... il y a beaucoup de ressources, beaucoup de recherches, beaucoup d'argent injecté là-dedans. Okay. Donc, ça a commencé comme ça. Et puis, je faisais j'expérimentais un peu tout sur moi-même, quoi. Moi, je suis comme ça. J'aime bien tester les choses. Donc, c'est là que j'étais tombée, notamment sur ce fameux Brian Johnson, que du coup, j'ai rencontré les Max comme ça, en fait. Les Max, c'est les fondateurs de Zero Health, avec qui tu travailles aujourd'hui. Voilà, exactement. Et puis ensuite, j'ai quand même fait une formation en France, parce qu'il y a un diplôme universitaire en France qui existe à l'université de Créteil. Donc voilà, je me suis formée comme ça, et de fil en aiguille, j'en suis arrivée à faire des consultations de médecine fonctionnelle. Donc c'est des consultations plus longues qu'une consultation classique telle qu'on l'imagine chez le médecin généraliste. C'est une consultation qui dure en général minimum 1 heure la première fois, parce que l'interrogatoire est plus long, parce qu'on a besoin de savoir, c'est pas juste vous mangez de tout, oui, bon bah voilà, vous faites du sport, ok, non, quel type de sport, à quelle fréquence, qu'est-ce que vous mangez exactement, on essaie de calculer votre apport en protéines, voilà. Donc c'est des consultations plus longues, et puis on peut faire une batterie d'examens pour voir un peu comment fonctionne le microbiote intestinal. On fait des prises de sang pour avoir donc ce qu'on appelle des biomarqueurs. Des biomarqueurs, c'est juste des résultats biologiques, une ferritine, des plaquettes, des globules blancs, des globules rouges. Et tout ça, en fait, ça s'interprète et ça nous permet d'essayer d'améliorer, de baisser le cholestérol, de diminuer la glycémie à jeun, qui sont des marqueurs, en fait, de pathologie à long terme quand ils se dégradent. Voilà. D'accord. Et justement, alors c'est intéressant que tu parles des biomarqueurs, etc. Moi, j'ai fait les fameuses analyses de Zero Health. Je les ai faites il n'y a pas longtemps. On va en parler toutes les deux. Pas aujourd'hui, mais on va en parler toutes les deux de mes analyses. Mais donc moi, je suis juste allée dans un labo. D'ailleurs, je voulais ressouligner ça parce que c'est important. Le process que Zero Health m'a proposé était tellement facile, tellement... le parcours, entre guillemets, je ne sais pas si on peut appeler ça parcours de soins ou parcours client, était super cool. J'ai juste eu à aller dans un labo avec qui ils ont un partenariat, et c'est une chaîne de labos, donc il y en a, en tout cas à Paris, il y en a plein, et à faire une prise de sang. J'ai juste eu à faire une prise de sang. Et ensuite, à partir de ça, il y a des résultats qui sont beaucoup plus poussés que la prise de sang habituelle que mon médecin aurait pu me prescrire avant. Alors, voilà, le but du prochain épisode qu'on fera ensemble, ce sera d'aller regarder ça en détail. Mais déjà, aujourd'hui, avant d'aller là-dedans, qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette prise de sang, par rapport aux prises de sang que j'ai déjà fait dans ma vie, et quand tu parles de biomarqueurs, etc. C'est hyper intéressant comme question. C'est exactement ça. C'est que si demain, tu vas voir ton médecin généraliste en lui disant, voilà, j'ai 38 ans, je suis en bonne santé, mais je veux être sûre que je vais rester en bonne santé, faites-moi une prise de sang. Bon, déjà, il va probablement tordre un peu du nez en se disant, j'ai d'autres chats à fouetter que de voir quelqu'un en bonne santé qui veut faire une prise de sang. Donc, en général, il va un peu faire la gueule. Et puis, même s'il le fait, il va te faire une prise de sang classique. Donc, ce qu'on dit classique, c'est les globules blancs, les globules rouges, la thyroïde, etc. Et puis, surtout, si tout est normal, c'est-à-dire s'il n'y a pas de valeur en gras, tu sais, quand tu lis les résultats, ou que le laboratoire t'appelle pas en disant il y a quelque chose de franchement anormal, il va jamais prendre son téléphone en te disant, parce qu'il n'est pas formé, puis parce qu'on en parlait, il a pas le temps. Et c'est pas, il est déjà en train de soigner ceux qui sont déjà malades avant de s'inquiéter de ceux qui ne sont pas encore malades. Il est dans ce paradigme de je cherche des pathologies et je les traite quand elles sont déjà là, mais je ne les cherche pas 10 ou 15 ans avant. Donc là, ce qu'on propose, et l'idée derrière ça, c'est de faire donc une prise de sang. Déjà, tu n'as pas besoin de passer par ton médecin, parce que ça enlève la partie je fais 1 heure d'attente, le médecin fait la gueule, il ne veut pas forcément me prescrire les analyses que j'aimerais faire, et ensuite il ne sait pas les lire. Donc on coupe cette partie-là, tu vas directement dans un laboratoire, et au laboratoire, on fait un panel de plus de 48 biomarqueurs. D'accord. Donc il y a 48 choses qu'on mesure. Alors que dans une prise de sang classique, il y en a combien? Tu en as peut-être une vingtaine. D'accord, donc c'est plus du double. Voilà, et puis donc tu en as qui effectivement sont les mêmes que tu aurais dans une prise de sang classique, puis tu en as d'autres que tu n'as pas, notamment des dosages hormonaux pour la testostérone, pour les hommes par exemple, qui est quand même une hormone essentielle pour continuer à prendre du muscle, ou en tout cas ne pas le perdre
perdre quand on vieillit. Et puis, certaines vitamines qui sont dosées, la vitamine D, qui aujourd'hui n'est plus remboursée par la sécurité sociale, donc ton médecin traitant, il ne le dose plus, sauf chez quelqu'un qui a une ostéoporose avérée. D'accord. Alors que c'est fondamental, la vitamine D. Voilà, donc il te le propose plus, parce que de toute façon, tu paierais 100 € au labo et que les gens ne veulent plus le faire. Et donc lui, il a appris aussi, on a reçu un petit courrier, tu vois, il y a quelques années, qui disait c'est plus remboursé, donc Arrêtez de le prescrire à tout va, parce que les gens, ça va leur coûter cher. Et en plus, en France, on n'a pas l'habitude de payer, donc quand on nous demande de payer, Nous, la recommandation de la Sécu, mais qui a du sens à grande échelle, c'était c'est trop cher de le doser, 80% de la population est carencée, donc de toute façon, supplémenter tout le monde sans doser. Ouais, d'accord, ok. Bon, il y a une logique là-dedans, mais la réalité, c'est aussi que même les gens supplémentés, parfois, sont encore en déficit. Et si on ne sait pas d'où on part, on ne peut pas s'améliorer et améliorer la situation. Donc, par exemple, cette vitamine D, on la dose, on dose la B12, on dose des marqueurs inflammatoires. On dose, par exemple, la LP petit a. Donc, la LP petit a, c'est une forme de transporteur du cholestérol, donc qui est pas le cholestérol qu'on connaît classique, mais qui est un très gros facteur de risque cardiovasculaire. C'est génétique. Il y a des gens qui ont une LP petit a élevée de manière génétique. Alors là, pour le coup, en plus, l'alimentation, le sport ne fait pas grand-chose, mais c'est des gens qui sont à très haut risque cardiovasculaire et qui ne le savent pas. D'accord. C'est typiquement ce copain de 45 ans qui était marathonien et qui fait une crise cardiaque à 45 ans et on se dit pourquoi ? Ah oui. Voilà. Pareil, les médecins généralistes ne le dosent pas, ils ne le connaissent pas. Moi, j'ai jamais appris ça dans mon cursus de médecin généraliste. D'accord. Et même les cardiologues ne le font pas systématiquement. Et la LP petit a, quand tu dis c'est génétique et le sport ou l'alimentation ne change rien, quelqu'un qui aurait une LP petit a élevée, qu'est-ce que tu lui recommanderais de faire ? En fait, c'est ça, c'est une bonne question. C'est qu'on se dit, mais si on n'y peut rien, à quoi ça sert de le doser ? En fait, ça va nous permettre de faire un calcul de facteurs de risque global. Donc, pour faire très simple, quelqu'un qui a une LP petit a normale et qui par ailleurs fume pas, boit pas, etc., je vais lui dire, toi, en fait, tes objectifs de cholestérol, ça va être, je dis n'importe quoi, ou alors je peux prendre un bon exemple de LDL cholestérol, ça va être 1,5 et 1,5, c'est bien. C'est suffisant. Donc, te prends pas trop la tête avec ça. Te prends pas trop la tête parce que tous tes autres feux, ils sont ouverts. Si j'ai un patient qui a exactement le même mode de vie, mais qui a une LP petit a très élevée, lui, je vais lui dire, écoute, en fait, tu as un LDL cholestérol à 1,5, c'est OK pour la plupart des gens, mais toi, en fait, il faut que tu sois à 1, parce que c'est pas de bol, mais t'as ce truc qui fait que... et puis toi, demain, tu commences à fumer, c'est fini. Donc, voilà. En fait, c'est de la médecine personnalisée aussi, la médecine préventive. Et c'est ça la beauté aussi de la chose, c'est qu'on va pouvoir changer les objectifs pour chacun en fonction de ses cartes génétiques, de son mode de vie, de ses contraintes. C'est aussi mon job, c'est-à-dire que c'est facile de dire à tout le monde qu'il faut faire du sport 4 fois par semaine, il faut dormir 8 heures la nuit. Mais les gens, et notamment les dirigeants, comme je te disais, c'est la plupart de mes patients maintenant, ils ont aussi des contraintes parfois, professionnelles, de vie, avec des petits-enfants. Et donc, mon job, c'est aussi de faire en sorte qu'on puisse adapter ça pour les modes de vie de chacun, pour faire le mieux de ce qu'on peut avec les contraintes qu'on a. Et tu peux faire des choses avec certaines personnes que tu peux pas faire avec d'autres. Et c'est ça la beauté de la médecine fonctionnelle, c'est qu'on prend le temps d'avoir toutes les infos du mode de vie, de ce que la personne veut, de ce que la génétique lui a donné, et de faire en sorte d'optimiser sa santé. Et même, quand je t'entends, même les recommandations qu'on pourrait faire tu parlais de régime kétogène, ou moi je sais qu'en ce moment je suis à fond sur le jeûne, on en a parlé au téléphone, etc. Ça me convient, ça conviendra pas forcément à tout le monde. Même ces recommandations, en fait, elles n'ont aucun sens de manière généralisée et elles ont tout leur sens quand c'est personnalisé et après les gens aussi vont tester ce qui leur convient, quoi. Exactement. Exactement. Et une recommandation qui peut être géniale chez quelqu'un peut être complètement délétère chez le voisin. C'est pour ça qu'il faut quand même se faire suivre par des professionnels, parce que on peut pas prendre les compléments alimentaires, les suppléments de ses amis en se disant ça marche pour lui, ça va marcher pour moi. Donc toutes les offres un peu prends je sais pas, je sais que, alors j'ai pas envie de citer des marques pour les casser après, mais tu sais le AG1, tout ça, donc on prend one size fits all, une poudre où il y a tous les compléments dont un humain a besoin et je suis tranquille, ça n'a pas forcément de sens.
pour tout le monde, quoi. Ouais. En tout cas, c'est pas optimum, quoi. Et c'est ce que j'ai aimé aussi dans l'approche de Zero Health, c'est de se dire, en fait, les analyses que j'ai faites il y a quelques semaines, il faut les faire 2 fois par an. Et ce qui va être intéressant, c'est de suivre ces trucs-là. C'est pas du tout de dire, ah ben je le fais une fois, c'est bon, tout va bien, au revoir, merci, quoi. Exactement. Ouais. Et c'est là où je disais, tu vois, je suis amenée à revoir les gens, et donc je garde ce lien avec les gens. C'est que l'idée, c'est de faire des changements itératifs et de mesurer l'impact de ces changements sur tes résultats, et de rendez-vous en rendez-vous à changer une chose, améliorer une autre, etc. Donc l'idée, c'est, si on reprend la vitamine D, je vois un patient, il est carencé en vitamine D, je vais lui donner des conseils pour naturellement augmenter sa vitamine D, et aussi peut-être des compléments alimentaires avec la bonne dose, avec la bonne formulation, parce que parfois tu le prends mais il est mal absorbé au niveau digestif. Oui, c'est un vrai problème des compléments. Voilà, donc il y a des choses qui peuvent expliquer que tu la prends mais tu ne l'assimiles pas correctement. Et puis en fait, 3 mois plus tard, je vais redoser sa vitamine D. Et là, on va se dire, ah bah, est-ce qu'on a atteint notre objectif ? Il était à 20, je veux le passer à 80. Est-ce que je suis arrivée à 60 ? Est-ce que je suis arrivée à 80 et maintenant on laisse tout pareil ? Est-ce qu'en fait on est à 35 et c'est donc c'est pas du tout suffisant et on va essayer autre chose, je vais peut-être lui mettre des ampoules. Tu vas l'envoyer au Portugal voilà, pendant 2 mois. Désolée, c'est le médecin, elle m'a envoyé, je dois prendre un congé. Voilà, donc l'idée c'est de vraiment... c'est comme dans l'entreprise, tu veux faire un KPI, si tu sais pas de où tu pars, en fait, tu peux pas savoir où tu veux aller et comment tu y vas. Mais donc en fait, ce que tu me décris de la façon dont tu accompagnes aujourd'hui tes patients en médecine fonctionnelle, ça ressemble plus au niveau traditionnel à la médecine chinoise. Alors, de ce que j'ai compris et ce que je trouve assez... Enfin, c'est tellement simple et c'est tellement logique. Traditionnellement, dans la médecine chinoise, le médecin de famille venait voir régulièrement ses patients et il était payé quand tout le monde allait bien. Et il n'était pas payé quand les gens étaient malades. Exactement. Ce qui est complètement... Nous, quand on voit notre système de santé, le business model de notre système de santé, même si je suis sûre que tout le monde est de bonne volonté, tout ce que tu veux, je ne me dis pas qu'il y a un médecin qui se lève le matin en disant chic, 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 les gens vont être malades, je vais gagner plus d'argent. Mais quand même, tu te dis, c'est basé sur la maladie au lieu d'être basé sur la guérison. Enfin, je veux dire, on marche sur la tête. Parce que le médecin chinois se dit, j'ai échoué en fait. Si mon patient est tombé malade, c'est que j'ai mal fait mon job. Après, nous, c'est aussi historique. Il y a 100 ans, les maladies, elles étaient infectieuses principalement. C'était avant les vaccins, avant Pasteur, etc. Et donc, c'est vrai que la médecine occidentale, elle s'est développée sur un principe de je suis malade, j'ai une maladie infectieuse, j'ai un syphilis, j'ai une pneumopathie, je vais chez le médecin, on me donne 10 jours d'antibiotiques, c'est guéri et c'est parfait. Et donc, en fait, on a commencé comme ça. Le problème, c'est que le système n'a pas évolué, alors même que les pathologies, c'est ce que je disais tout à l'heure, ont évolué et sont maintenant en grande partie évitables. Ouais, ils ne sont pas forcément infectieuses en mode j'ai une maladie, je prends un médicament et je guéris. Et c'est beaucoup plus complexe que ça, quoi. Ouais. Okay. Et donc, du coup, si on repart de ces analyses-là que j'ai fait, j'ai hâte d'avoir l'explication. Donc, on dose beaucoup plus de biomarqueurs. Tu as donné des exemples. Et on est du coup capable d'accompagner les gens à l'avance sur plein de choses. Et puis justement avec cette approche, on se revoit régulièrement. On va inciter nos patients à faire des changements de mode de vie, de sport, etc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme analyse que tu préconises? Donc il y a la fameuse prise de sang, mais en fait je discutais avec un ami qui est plus avancé que moi là-dedans et qui me disait ah mais t'as pas encore fait tel test et tel test et tel test. Donc je me suis dit, j'ai eu la FOMO, je me suis dit oh là là, j'ai pas encore tout fait. Comment toi justement concrètement, donc tu as un nouveau patient qui arrive, j'imagine que tu commences par la fameuse prise de sang, et qu'est-ce que tu fais faire d'autre et comment tu travailles avec quelqu'un? Il y a plein de choses qui sont possibles. Comme je te disais juste avant, c'est important pour nous de récupérer de la donnée, parce que c'est la donnée qui va nous permettre de savoir ce qu'on va faire derrière. Déjà, il y a plein de machines connectées aujourd'hui qui permettent de calculer son sommeil, de calculer son rythme cardiaque pendant l'effort, en dehors de l'effort. Donc ça, c'est pas mal. Moi, j'encourage mes clients, je sais jamais comment dire, à avoir soit une montre connectée, soit un anneau connecté. Parfois, on a des données assez intéressantes. Si je prends l'exemple du café ou de l'alcool, parce qu'on en parlait juste avant. Alors moi, mon mari, il a mis un anneau connecté qui enregistre son sommeil et les phases de sommeil. Donc ça te dit si tu es en sommeil profond, paradoxal, et en fait, ces différentes phases de sommeil. C'est la fameuse bague. Voilà.
J'hésite à l'acheter. Et donc, lui, si tu veux, il s'est rendu compte que même, parce qu'il buvait parfois quand on était en soirée un verre de vin, tu vois, tu te dis un verre de vin, c'est rien. Bon, c'est rien. Et en fait, il s'est rendu compte que son sommeil récupérateur, le sommeil qui te permet de mémoriser les choses, de vraiment récupérer, était divisé par 2, même avec un verre de vin. Ouais. Et c'est un grand gars, tu vois. Alors moi, je suis devenue psychopathe là-dessus, d'après mes amis. Je ne bois plus du tout d'alcool depuis plusieurs années. Donc après, chacun fait ce qu'il veut, etc. Mais au moins, tu as la data et après, t'en fais ce que tu veux. Voilà. Et donc, il me dit, écoute, maintenant, je sais que c'est un choix. C'est-à-dire que je peux choisir de prendre ce verre de vin, je défonce ma nuit et derrière, je vais le payer. C'est un choix. Est-ce que ce verre de vin, il vaut le coup? Parfois, oui. Parfois, c'est l'anniversaire d'un copain, c'est vendredi soir. Je sais que samedi matin, je vais être dans le coltard, mais c'est pas grave. Et il m'a dit, avant d'avoir la donnée... boire un espèce de vieux vin, même pas à la bonne température, dans une espèce de soirée de networking, ça vaut pas le coup. Celui-là, tu te dis, ça vaut pas le coup. Mais l'idée, c'est de se dire que quand il l'a vu... Tu vois, en plus, c'est un ingénieur, donc en fait, lui, ça lui parle, les données. Donc en fait, quand il l'a vu comme ça, noir sur blanc sur un écran, il s'est dit, c'est ça, quoi. Ouais. Et tu peux le faire avec le café. Moi, j'ai des patients comme ça, je leur dis, essayez d'arrêter le café juste 3 semaines, complètement, aucun excitant, pas de matcha, pas de thé, parce que moi, je suis devenue addict au matcha, il faut que je me désintoxique, là. Eh ben, t'as des performances de sommeil qui parfois c'est de 80 à 90%. Je te raconte l'histoire de Max, je pense qu'il n'aurait pas de souci à ce que je partage ça, mais donc au début c'était mon patient avant qu'on bosse ensemble, et puis il me dit j'ai mon anneau connecté, je suis à 80% de performance de sommeil, c'est bien, mais j'aimerais bien être à 90, tu vois, me sentir, tu sais, c'est ces nuits où tu te réveilles et tu te dis waouh, qu'est-ce que je suis bien, quoi. Ouais. Il faisait déjà tout globalement assez bien, quoi. Et on a juste fait 3 choses. Il a commencé à dîner 1 heure plus tôt. Ouais. Donc je lui ai dit, écoute, ce que tu fais, c'est que quand les enfants ils rentrent de la crèche, tu dînes avec eux. Ouais, à 18h30, pas 19h30. Ouais. Ça, c'était la première chose. Il a commencé des compléments alimentaires avec du magnésium au coucher. Et je lui ai dit, arrête. Le magnésium, c'est plutôt le soir. Plutôt le soir. Moi, je le prends le matin. Non, il faut le prendre le soir. D'accord. En tout cas, ces formes-là sont pour mieux dormir, pour avoir une détente musculaire, etc. Et la troisième chose, c'était le café. Je lui ai dit, écoute, passe 100% déca, plus aucun excitant du tout. Et si t'aimes le goût, tu fais du déca, il y a des super déca. Et je lui dis, tu verras, c'est assez fou. Mais alors ça, c'est intéressant, parce que moi, du coup, je n'ai jamais bu de café de ma vie, j'aime pas le goût. À la limite, un tiramisu de temps en temps, mais voilà. Et par contre, je bois du thé. Je bois pas mal de thé vert. Et pour le coup, avant ma nouvelle addiction qui est le matcha, j'étais très à l'aise à... En fait, moi, j'aime bien avoir une boisson chaude. Donc, je prenais de la verveine et de la menthe, donc pas de thé. Je remplissais ma théière le matin et ça marchait très bien. Mais quand même, j'ai des bons thés chez moi. Je suis une aficionado du thé. Et puis là, récemment, je me suis mis au matcha. Et ça, je vois bien que ça fait le même effet. Et j'ai lu après qu'en fait, il y avait autant de caféine que dans le café. Oui, parce que je me réveille le matin en y pensant. Donc, je me suis dit, oula, ça pue. Mais toi, du coup, c'est quoi un peu ta reco sur les... Quand tu parles pas d'excitant, c'est 0 thé, 0 café. Pas Alors, de matcha, évidemment. Pas de coca. Jamais. Pas de... Non, le coca, encore heureux. Mais le matcha, jamais, quoi. Faut éviter. Après. D'accord. Après, si tu veux, on reviendra là-dessus et je te dirai l'histoire. Enfin, je te raconterai sur le matcha. Mais voilà, et il a fait ça. Il est passé de 80 à 90, 92, tu vois. Ce qui est chouette avec pas de médicaments, juste quelques petits changements. Et alors pour le matcha, en fait, effectivement, la dose totale que tu as de caféine est équivalente à celle d'un petit espresso, donc c'est quasiment pareil. La différence, c'est que le café, tu as un pic qui est rapide et qui retombe vite. Donc tu prends ton café à 8h, tu vois, à 9h, là, t'es à fond. Et puis hop, à 11h, déjà, tu as besoin de refaire une tasse. Alors que le matcha, il va diffuser pendant plus longtemps de manière plus harmonieuse. Donc souvent, c'est recommandé pour les gens qui ont déjà un petit peu d'anxiété ou qui sont un peu speed, parce que quand ils prennent ou qui ont un TDAH, enfin tu vois, il y a des gens comme ça qui te disent, je prends le café, ça me réveille, mais en même temps, ça me met un petit peu le palpitant, j'ai un peu d'anxiété, j'ai un peu la diarrhée. Enfin, en fait, c'est quand même un vrai excitant. Donc pour ces gens-là, on dit, essayez le matcha, c'est bien, mais idéalement, le matcha, ça reste aussi un excitant, ça reste une forme de stimulation artificielle, ça permet pas de sentir la vraie fatigue. Donc tu vois, si je te reprends mon mari par exemple, lui c'est typiquement quand il a arrêté le café, même le café du matin, il était en capacité de faire une sieste l'après-midi à son cowork, alors qu'avant il dormait pas. Il me dit maintenant je fais 20 minutes de sieste et je repars je suis bien. Quand j'avais le café de 8-9 heures du mat, en fait je dormais pas. D'accord. Donc toi par exemple tu prends même pas un thé vert?
Moi, je prends plus rien. D'accord. Je prends du décaféiné ou de la verveine, et de la tisane toute la journée. menthe, Après, c'est comme toi, j'ai des super bons thés à la maison. Si je suis avec une copine, il y a encore beaucoup de cafés à Paris où il n'y a pas de décaféiné. Donc ça m'arrive souvent d'arriver quelque part et il n'y a rien. Bon, si c'est avant midi, je prends le vrai café. Oui. Et puis c'est un truc exceptionnel, c'est comme l'excellent verre de vin que ton mari pourrait prendre un jour. Voilà. Il sait que ça va avoir un coût, il paye le prix et c'est pas grave. Mais c'est pas un truc qui doit être... En fait, c'est pas anodin. En fait, c'est ça que tu es en train de dire. Tout a un prix. Tout a un prix. Non, mais après, et moi j'ai des patients, je te dis, qui savent tout ça, qui ont beau faire l'effort de consulter un médecin fonctionnel, donc ils sont impliqués dans leur santé. Ils sont déjà avancés, on va dire. Ils sont déjà très avancés, et pour autant, j'en ai qui me disent, moi professionnellement, j'ai un dîner d'affaires quasiment tous les jours, c'est toujours des bons vins, c'est compliqué d'eux, et qui me disent, finalement, je bois un verre de vin quasiment tous les soirs. Et ça, je pourrais pas. Quand je suis en vacances, je m'en passe pendant 2 semaines. Mais je peux pas. C'est ok, on fait avec, en fait. Faut vivre aussi, hein. Ouais, non, mais c'est sûr. Mais c'est très différent de se dire je fais un choix en responsabilité plutôt que en fait je suis même pas au courant et puis je suis pétrie de croyances complètement farfelues. Enfin, moi j'entends énormément. Mais si un verre de vin rouge par jour c'est très bon pour le cholestérol. Mon grand-père disait que. Tu vois, ton grand-père il n'a pas fait une thèse de médecine. Ça c'est les lobbies quand même. Voilà. Et puis il y a vachement en France. Enfin moi en tant que Marocaine ça me frappe toujours. Autour du vin il y a ce truc du terroir, des traditions. Genre c'est Satanas de toucher au vin, quoi. Non, les études montrent que l'alcool, peu importe la dose, c'est pas bon pour la santé. Après, on entend toujours ces histoires de mais dans les zones bleues, donc ces zones où tu sais les gens sont centenaires, vivent plus vieux, régime méditerranéen. Là-bas ils boivent du vin, etc. Ouais. Et moi je dis toujours, oui, mais en fait ils boivent du vin, ce qui les fait vivre vieux, c'est pas le verre de vin, c'est le fait qu'ils prennent ce verre de vin à 18h avec tous leurs amis, qu'ils prennent le temps d'être ensemble, qu'ils ont une communauté et que à côté de ça, ils prennent un verre et puis ils mangent sainement et puis le soir ils rentrent et ils sont dans des terrains escarpés où ils font du coup du cardio tous les jours sans même s'en rendre compte. C'est pas le verre de vin. Oui, c'est clair. Et pas ça, c'est des gens qui te disent ça pour justifier leurs 3 pintes. Exactement, rien à voir en fait. Rien. Ils ont avoir bossé toute la journée, sédentaires, retrouvent des copains à 21h, prennent 3 pintes. Quoi. Et les gens de la Blue Zone, s'ils faisaient exactement, s'ils avaient le même mode de vie, mais qu'au lieu de prendre du vin, ils prenaient de l'eau pétillante, ils s'en porteraient pas plus mal. Voilà, donc il faut remettre un peu l'église au milieu du village. Après, évidemment, le plaisir qu'apporte un bon verre de vin avec des amis, cette convivialité, ça fait partie aussi de la longévité. Donc, bien sûr, mais d'un point de vue purement scientifique, tout alcool reste nuisible à petite dose. Après, un verre par semaine, ça fera rien. Mais voilà. Hyper intéressant. Ok, donc du coup, si on repart sur ma question, parce qu'on ouvre plein de petits chemins, mais c'est ça que j'aime bien dans le podcast. Donc, on commence par la fameuse prise de sang. Ensuite, qu'est-ce qui se passe quand tu accompagnes quelqu'un? Donc on fait cette prise de sang qui est donc déjà plus exhaustive qu'un bilan classique, mais l'autre chose aussi, c'est qu'on va pas les biomarqueurs classiques, on ne les interprète pas aussi de la même manière que ton médecin généraliste. C'est ce que je disais tout à l'heure, ton médecin généraliste, il a été formé à ce que si ton glucose, ta glycémie à jeun, elle passe au-dessus de 1,26, il t'appelle en disant vous êtes diabétique. Bonjour, vous êtes diabétique. Super. Venez, on va vous mettre un traitement. Si tu es à le médicament, tapez 1. Voilà. Pour faire très schématiquement, si tu es à 1,20, il ne t'appelle pas. Alors qu'en fait, t'es pas loin. Alors qu'en fait, quand t'es à 1,20, on sait très bien que 6 mois plus tard, tu seras à 1,26. Voilà. Donc, nous, on n'a pas les mêmes objectifs sur de la médecine préventive. Moi, un patient qui a 1,20 à 30 ans, c'est catastrophe. Tu l'appelles direct. Voilà, mais même à 1,10. Enfin, en fait, quelqu'un en bonne santé, il doit être à 0,80 le matin à jeun. Donc, on a des biomarqueurs que ton médecin généraliste t'aurait prescrit quand même quand tu demandes un check-up, mais qui ne l'aurait pas interprété du tout comme toi, comme moi, et qui du coup n'a pas les mêmes objectifs. Donc moi par exemple, si on reprend cette glycémie à jeun, je dis aux gens, voilà, vous devez viser 0,80, quoi, 0,75, 0,80. Si vous êtes à 1,1,
c'est pas bon. C'est que vous êtes déjà en train de faire de l'insulinorésistance. Vous avez déjà un taux de glucose dans le sang qui est trop important. Donc déjà, on va arrêter le sucre. Déjà, on va faire du sport. Déjà, on va peut-être jeûner le soir. Déjà, on va... Voilà. Et donc ça, c'est une chose aussi, c'est qu'on n'interprète pas ces résultats avec la même lentille, les mêmes lunettes. Et donc, le patient, client, récupère ces résultats. Et ensuite, on lui envoie un compte-rendu avec toutes ces analyses en disant, bah voilà, votre B12, elle est optimale, normale ou en carence. Bah, qu'est-ce qu'on fait derrière ? Donc, quels sont les changements dans l'alimentation ou dans le mode de vie qui vont aider ? Pour faire très schématiquement, quelqu'un est en carence en fer, ce qui est très fréquent chez les femmes, c'est une des plus grosses carences avec la carence en vitamine D et en magnésium. Bah, vous êtes une femme, vous avez un fer bas, il va falloir augmenter votre alimentation en tel aliment. Si vous êtes végétarienne, bah, la viande, c'est pas possible. Donc voilà les sources de fer. Les alternatives. La spiruline, vous pouvez mettre de la spiruline dans vos salades parce que c'est très riche en fer. Et puis si tout ça fonctionne pas, on prend des compléments alimentaires en fer, mais ça c'est pareil, ça peut être mal toléré au niveau digestif, donc on la prend avec de la vitamine C, parce que la vitamine C va faire en sorte que le fer est mieux absorbé au niveau de l'intestin. C'est pour ça que moi je dis à mes patients très schématiquement, si vous êtes pas végétarien et vous manquez de fer, bah on mange de la viande rouge avec des poivrons. Les poivrons ont de la vitamine C, la viande rouge a du fer. D'accord. Et cette vitamine C va permettre au fer d'être mieux absorbé. Donc on va avoir d'ailleurs, je suis sûre que quand on voit, notamment dans les blue zones, dans les zones bleues où les gens vivent centenaires, etc., que quand tu regardes la composition des menus et des assiettes, il y a déjà cette intelligence ancestrale, quoi. Alors ça, c'est hyper intéressant. Comme tu es marocaine, je vais te parler du couscous. C'est hyper intéressant. Ouais. Donc en fait, il y a dans l'alimentation différents acides aminés. Et ces acides aminés, ils sont tous essentiels pour que le corps fonctionne bien, pour les protéines, pour créer du muscle, etc. Et en fait, de manière effectivement ancestrale, empirique, dans la plupart des cultures, les plats traditionnels sont un mélange de plusieurs aliments qui apportent certains acides aminés et d'autres en complémentaire. Et donc dans le couscous, on a typiquement dans les pois chiches des acides aminés qu'il n'y a pas dans la semoule de riz, et les deux ensemble sont un plat complet. La semoule de blé. De blé, voilà. Et c'est pareil pour le chili con carne mexicain. Sans parler de la viande, en fait, les haricots rouges avec le riz, avec les légumes, ça apporte en fait tous les acides aminés dont tu as besoin. Oui, et d'ailleurs même dans la cuisine indienne, ils mangent souvent du riz et des lentilles parce que justement c'est complémentaire, alors que ça nous viendrait pas forcément à l'idée, nous, de faire un menu avec du riz et des lentilles. On se dit, c'est soit riz, soit lentilles. Voilà. On a plus cette notion... Alors, moi, maintenant, je suis en train de redécouvrir ma cuisine marocaine, mais aussi d'autres cuisines indiennes, méditerranéennes, etc. Mais j'ai l'impression que ces derniers temps, notamment en France, on était plus sur, tu choisis un féculent, donc c'est soit du riz, soit des lentilles, mais c'est pas les deux, et un légume et tout. Enfin, je vois aussi même certains de mes amis qui... Moi, avec ma culture marocaine, j'adore les grandes tables colorées où il y a plein de choses. Mais il y a des gens qui sont en mode, mais non, mais c'est trop compliqué. Tu veux faire une salade, tu fais des carottes râpées. Un plat, c'est un truc, alors que moi, ce que j'aime, c'est un peu de carottes râpées, un peu de tomates, un peu de concombre, enfin... Et en fait, ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que le fait de mélanger ces aliments, souvent, ça va permettre aussi une meilleure régulation de la glycémie. D'accord. Donc, si tu prends par exemple l'exemple du raisin, le fruit, le raisin, c'est bon pour la santé, c'est un fruit. C'est un shot de sucre. Mais c'est extrêmement sucré. Et donc, si tu prends au goûter sur un estomac vide à jeun du raisin, tu vas avoir un pic de glycémie terrible. Ce qui n'est pas bon pour ton corps. Et en fait, on se rend compte que si ton goûter, au lieu que ce soit 2 poignées de raisin, c'est une poignée de raisin avec un petit triangle de camembert, en fait, le gras du camembert va réguler la glycémie du sucre. Oui, ou donc, une poignée de noix de cajou, ou ce que tu veux. Quoi. Voilà. Et donc, en fait, ces associations d'aliments qui sont en plus bonnes à manger, mais qui, en fait, sont ancestrales, souvent, elles ont aussi
une fonction nutritionnelle. C'est comme on en parlait, là, les amandes avec du fromage blanc et de la banane, c'est hyper équilibré. En fait, si tu manges la banane toute seule comme ça, pareil, tu auras le pic de glycémie. Et en plus, tu n'auras pas autant de nutriments et de vitamines. C'est pour ça qu'on dit eat the rainbow, faut mettre toutes les couleurs dans l'assiette. C'est parce qu'en fait, tous les aliments qui sont violets, rouges, ils ont les mêmes types de polyphénols. Donc en fait, quand tu mets quelque chose de vert, là, tu as d'autres types de nutriments. Et voilà. Donc, est-ce que tu peux expliquer aux gens ce que c'est que les polyphénols ? Les polyphénols, c'est des composants qu'il y a beaucoup dans les fruits, les légumes, mais il y en a aussi dans le thé vert, notamment. C'est des molécules qui ont des propriétés antioxydantes. Dans le chocolat ? Il y en a dans le chocolat noir et il y en a dans le... Alors voilà, et c'est donc ce fameux argument pour le vin, mais c'est plein de polyphénols, c'est génial. Alors, dans une bouteille de vin, il faudrait boire à peu près, je crois que c'était 60 litres de vin pour avoir l'équivalent des polyphénols de 1 kilo de raisin. Ok, d'accord. Voilà. C'est un argument fallacieux. Fallacieux. Mais bon, oui, il y a des polyphénols, chocolat noir, thé, le café aussi, par la torréfaction, et puis beaucoup de légumes verts et de fruits type myrtille. Oui, donc tout ce qui a une couleur assez forte, en fait, tout ce qui tache les vêtements, il faut mettre du détachant, sinon ça part pas. C'est plein de polyphénols. Exactement. Et donc c'est antioxydant. Ça veut dire quoi antioxydant pour vraiment les gens? C'est-à-dire que ça va protéger le corps contre les radicaux libres. Les radicaux libres, c'est un peu un déchet que le corps produit en fait quand il se reconstitue, quand il évolue, quand il vit. Et c'est un des mécanismes d'action qui fait que le corps vieillit, parce que ces radicaux libres, en fait, ils sont érosifs, en fait, ils érodent, ils oxydent, exactement, ils oxydent voilà, les vaisseaux, etc. Et donc, ces aliments-là vont protéger, entre guillemets, contre cette oxydation. Donc, il faut y aller à fond sur les polyphénols. Voilà. Moi, en ce moment, je suis obsédée par l'huile d'olive. Plus je prends une huile d'olive riche en polyphénol. Exactement. Donc ça, c'est les huiles d'olive qui ont un petit goût comme ça, amer. Et qui laissent un piquant dans la gorge. Un petit piquant dans la gorge. Ça veut dire qu'elles sont riches en polyphénol. Il faut bien les conserver à l'abri de la lumière, pas la laisser dehors dans une bouteille transparente. Donc il faut que le verre soit noir autour pour la protéger de l'oxydation. Mais c'est un des meilleurs aliments anti-âge. Il ne faut pas la faire cuire. Il ne faut surtout pas l'utiliser pour cuisiner. Non. Sinon, elle s'oxyde et elle est plus bonne. Mais donc dans une salade. Une fois que c'est fini, ou une fois que tu as fini ton truc, tu rajoutes un petit filet d'huile d'olive dessus. Dans une salade. Mais tu vois, ma grand-mère, je pense qu'elle le savait déjà, parce qu'elle ne mettait jamais d'huile d'olive au moment de faire cuire un tagine. Elle mettait un peu d'eau. Et une fois que le tagine était cuit, elle rajoutait de l'huile d'olive. Exactement. Elle était trop forte, c'était nutritionniste. Non, mais c'est ce qu'on disait, c'est que empiriquement, il y a plein de choses qu'on faisait bien à l'époque, qu'on a oubliées, qu'on peut redécouvrir avec en plus aujourd'hui la science et toutes les données et tout ce qu'on sait aujourd'hui sur la médecine. Parce qu'il y avait aussi des choses un peu bêtes, tu vois. C'est l'histoire du comment on couche les bébés sur le ventre, sur le dos. Bon, aujourd'hui, on a vraiment des données. Donc, on s'est amélioré, mais voilà. Oui, il faut marier justement l'ancestral et la data, et c'est ça qui moi-même, côté santé mentale, je trouve ça hyper intéressant quand on essaye de voir le point commun entre les neurosciences et voilà, observation d'imagerie cérébrale et comme par hasard, dans les sagesses anciennes, tiens, la méditation, ça fait quoi? Ah bah tiens, le yoga, d'où ça vient? C'est ça qui est rigolo, quoi. C'est un peu... Ok, donc du coup, il y a la fameuse prise de sang, il y a les montres, les anneaux connectés, etc., pour avoir de la data, notamment sur le sommeil, sur le rythme cardiaque. What else? Il y a plein d'autres choses. On peut faire on peut faire des tests génétiques pour savoir un peu quelles sont justement tes prédispositions génétiques. Parce que même si on prend le café, on métabolise pas tous le café pareil. Il y a des métaboliseurs lents et rapides. Donc les métaboliseurs rapides, ça veut dire que eux, la tasse de café de 8h du matin, à 20h, elle est plus là. Mais d'autres, pour qui c'est pas le cas. Et ça, tu peux pas savoir. Enfin, c'est la roulette génétique. Et donc, le fait de faire des tests génétiques, ça permet de savoir, moi, j'ai plus de risque de faire tel type de cancer que le voisin. Donc, peut-être, mes mammographies, je vais les commencer 5 ans plus tôt. Ou au lieu de faire un dépistage classique de sang dans les selles, je vais faire une coloscopie. Et donc, ça, c'est
une des choses aussi. Alors, et ça, j'imagine que c'est test génétique et interrogatoire, questionnaire. Bien sûr. À un moment, il y a des antécédents dans votre famille. Bien sûr, mais parfois on les a pas. Moi, j'ai des patients qui sont adoptés, qui me disent je ne sais pas, ou on connaît pas le papa, ou alors, comme on disait, il y a l'épigénétique, donc il peut y avoir une prédisposition dans la famille qui s'est jamais manifestée cliniquement. Et qui se manifesterait maintenant qu'on mange n'importe quoi, qu'on fait plus de sport, etc. Ou quelqu'un qui est décédé jeune, et donc on ne sait pas s'il n'avait pas fait une crise cardiaque à 60 ans, est-ce qu'il n'aurait pas fait un cancer à 65 ans. Donc en fait, c'est toujours parcellaire ce qu'on a. Alors que le test génétique, et concrètement, un test génétique, ça se passe comment ? Aujourd'hui, en France, c'est interdit les tests génétiques, donc on doit les faire par des compagnies étrangères autres. Souvent, c'est soit une prise de sang, soit une goutte de sang, ou soit un test salivaire, un cheveu. Enfin, il y a plein de manières de le faire. C'est très simple. Pourquoi c'est interdit en France ? Parce que les comités d'éthique en France ont jugé qu'il y avait trop de risques de dérive à travailler sur le code génétique, l'ADN. Donc aujourd'hui, tu ne peux pas connaître ton propre code génétique. En France, c'est parce que la technologie il n'y a pas d'entreprises qui ont le droit de faire ça. Je pense qu'on va y arriver, parce qu'en Belgique, ils le font, en Angleterre, ils le font, aux États-Unis, ils le font. Oui, il vaut mieux encadrer, pour que, évidemment, les dérives sont possibles et sont même un gros risque, mais il vaut mieux encadrer plutôt que de... c'est mon idée, mais après, c'est pas moi qui suis ministre de la Santé. Mais voilà, donc ça, c'est une possibilité. Tu peux faire aussi des tests maintenant de ta microbiote pour connaître un peu les différentes bactéries qu'il y a dans ton estomac. Est-ce que c'est des bactéries, des bonnes bactéries ? Est-ce que c'est des mauvaises bactéries ? Comment on peut rééquilibrer ta microbiote en fonction de ce que tu manges ? Est-ce qu'il y a des aliments aussi ? On peut faire des tests de sensibilité alimentaire. Parce que parfois, sans parler d'allergie, sans aller jusqu'à l'allergie ou l'intolérance, on peut avoir des sensibilités alimentaires qui font qu'en fait, tel ou tel aliment, on les digère pas bien, ils sont pas bons pour nous, même si, entre guillemets, ils sont bons pour la santé. Oui, et justement, alors je sais pas si c'est aussi simple que ça, mais j'avais écouté dans un podcast une spécialiste du microbiote qui disait, globalement, on peut faire tous les tests, mais si vous n'avez pas la possibilité ou l'envie de faire les tests, mangez comme vos grands-parents. Et elle donnait un exemple très concret. Elle disait allez, l'huile de coco, en ce moment, c'est très, très recommandé, c'est très bon pour la santé. Mais si vous venez d'une région du monde où ils n'ont jamais vu d'huile de coco de leur vie, ce qui est mon cas, a priori, c'est même pas que c'est neutre, c'est que ça peut ne pas être bon pour vous. Moi, je bois beaucoup d'huile de coco. C'est ça. Par exemple, en Asie, ils sont intolérants au lactose dans des proportions, c'est quasiment 80% de la population. C'est pas du tout le cas chez nous. Donc, voilà. En fait, on a tous des tolérances et des intolérances alimentaires, parfois à bas bruit, mais qui peuvent quand même fatiguer sans même qu'on s'en rende compte. Donc ça, c'est un autre test qui existe. Et puis il y a des examens d'imagerie. Moi, par exemple, chez mes patients qui commencent à avoir 40, 50 ans, je leur fais faire parfois ce qu'on appelle un DEXA-scan. Donc c'est un scanner finalement du corps entier qui permet de voir dans ton corps quelle est la composition, quel est le pourcentage de composition de densité osseuse, de masse grasse et de masse musculaire. Je vais m'offrir ça pour mes 40 ans. Voilà, c'est un beau cadeau d'anniversaire. Parce que l'idée, c'est de dire, tu vois, l'IMC, c'est pareil. L'IMC, c'est un bon approximation. Mais un bodybuilder, il a une IMC qui n'est pas normale, mais c'est que du muscle. Donc, ça reste pas très précis. Oui, c'est une porte d'entrée, mais c'est pas... Alors que le DEXA-scan, ça permet de calculer aussi ta graisse entre les organes, intraviscérale. C'est ce qu'on appelle la graisse qu'il y a entre tes organes, entre l'intestin, le pancréas, le foie, tout autour de ces organes-là. On n'est pas censé avoir de gras. Et en fait, ça, c'est le plus gros facteur de risque de maladies cardiovasculaires, etc. Donc, la question, c'est de savoir vraiment de manière précise quel est ton pourcentage de masse grasse, quel est ton pourcentage de masse musculaire, et aussi quelle est ta densité osseuse. On en parlait tout à l'heure. Ça va être l'indicateur plus tard pour l'ostéoporose. La densité osseuse, c'est des os. Est-ce qu'ils sont robustes ou fragiles. Et donc, l'idée, c'est de se dire, j'ai 40 ans, j'ai envie d'avoir la densité osseuse de quelqu'un de 30 ans et pas de quelqu'un de 60 ans. Aujourd'hui, j'ai pas d'ostéoporose quoi qu'il arrive, mais si à 40 ans j'ai la densité osseuse de quelqu'un de 60 ans, ça veut dire qu'à 60 ans j'aurai de l'ostéoporose. Et ça l'ostéoporose, ça s'évite, mais ça se guérit pas en un an. Une fois que c'est installé,
c'est beaucoup plus difficile de revenir en arrière. C'est vraiment là où la prévention est fondamentale. Donc c'est là où c'est fondamental de se dire, en fait, à 40 ans, peut-être que j'ai une densité osseuse qui n'est pas du tout ce qu'elle devrait être. Et aujourd'hui, on va déjà agir pour inverser la tendance. Et si on fait un petit focus sur les muscles, ces derniers temps, justement, en m'intéressant à tout ça, et notamment, je me suis intéressée à la santé des femmes. Au début par le jeûne, et puis en ce moment, j'écoute même des choses sur la ménopause, etc. Au début, je voulais pas les écouter en me disant « Mais non, mais c'est encore loin pour moi ». Mais heureusement que je les ai écoutées, parce que ce que j'entends, c'est qu'il y a plein de choses à faire bien avant la ménopause pour les femmes. Et ce que je découvre, alors que je ne m'étais jamais préoccupée de ça, et limite, j'avais même un biais négatif, c'est fondamental, et notamment pour les femmes, de garder une densité musculaire assez importante, qu'on perd justement au moment de la ménopause, et que du coup il faut vraiment machin. Alors que moi, le biais négatif que j'avais, et je sais pas si beaucoup de femmes l'ont, mais c'est mais j'ai pas envie d'être trop musclée, non je vais avoir c'est moche, non. Et donc j'ai toujours eu un rapport à la musculation assez genre ok, je veux bien être un peu musclée mais pas trop. Je me suis toujours dit non, t'es trop musclée des cuisses, des trucs comme ça. J'adore ta question. Moi je suis exactement pareil, j'ai toute ma vie détesté la musculation, et puis pour moi c'était connoté tu veux aller à la salle, tu veux ressembler à un bodybuilder, ça veut dire que t'es un peu aussi superficielle, tu vois, t'es dans un truc du paraître, etc. Et alors effectivement, en fait, quand tu te lances là-dedans, tu te rends compte que la musculation chez les femmes, et notamment passé 30-35 ans, c'est indispensable. Parce qu'en fait, pourquoi ? Parce que quand la ménopause arrive, il y a une chute des œstrogènes, et cette chute des hormones sexuelles, elle fait que ça va être beaucoup plus dur de maintenir et d'entretenir le muscle. Et donc à partir de là, on va perdre progressivement du muscle, quasiment qu'on le veuille ou pas. Et puis ça se fait parfois de manière accidentelle, c'est-à-dire qu'un jour tu te casses la cheville, t'es alité pendant 6 semaines, tu vas perdre du muscle. Et le problème, c'est que passer la ménopause, pour le regagner, c'est l'enfer. C'est très, 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 très difficile. Donc, la perspective de la médecine anti-âge, c'est de dire, avant la ménopause, et on en parlera aussi, parce que il y a aussi une possibilité de repousser artificiellement la ménopause avec des traitements hormonaux substitutifs de la ménopause. Parlons-en ensuite. Voilà, on en parlera ensuite, mais quand bien même tu aurais une ménopause qui arrive naturellement, l'idée c'est de se dire les 10-15 ans que j'ai avant, je vais faire en sorte d'avoir le maximum de muscles. Et encore une fois, le muscle, on pense volume, haltérophile. C'est pas de la gonflette, c'est du muscle qui ne se voit pas forcément. C'est du muscle. Tu sais, les haltérophiles, ils ont plein de muscles, ils ont du volume, mais parfois tu leur demandes de porter quelque chose longtemps, ils ne peuvent pas le faire. Ils n'ont pas d'endurance musculaire. On travaille pas du tout pareil, on travaille pas les mêmes choses. Tu sais que moi, je suis dans une école de yoga qui est juste géniale. Enfin, moi, tous les sujets, justement, plus je creuse la longévité, et puis je me dis, mais il y a dans cette école de yoga tous les ingrédients qu'on m'encourage à développer. Et notamment, nous, quand on fait du yoga, on travaille la permanence. C'est un des 8 critères d'une pratique équilibrée, c'est de rester longtemps dans les positions, parce que justement on travaille les muscles profonds, l'endurance et pas du musculaire. tout le côté j'arrête pas. Après le cardio c'est encore autre chose, mais en tout cas la permanence c'est un élément fondamental. Exactement. Et en fait j'ai envie de dire, tu vois les yogas, enfin les yogis, je sais pas comment on dit, enfin moi c'est pareil, j'adore faire du yoga, je suis dans un studio de yoga, je suis dans un cours, tout le monde est survénère par rapport à moi, ils sont tous profs de yoga, les mecs ils font pas de gonflettes. Par contre, ils te font des headstands, et en fait, c'est ça qu'on veut. C'est vraiment. Donc je fais un gros bisou à Ityong, ma prof. Voilà, non mais c'est vraiment. Qui parfois me torture en me disant tu restes en planche pendant 3 minutes, 5 minutes. Non, mais en fait, ce qu'on veut, c'est que quand tu vas tomber à 85 ans, tu puisses te relever tout seul. Et ça, aujourd'hui, ça nous paraît dérisoire. On se dit, mais évidemment que je peux me relever tout seul. Bah non. Demande à ton grand-père, ta grand-mère qui a 85 ans, mets-le par terre, dis-lui relève-toi. Ils peuvent pas, il faut avoir de la force dans les cuisses, dans les quadriceps, il faut avoir de la force dans les bras, et en fait c'est pas si simple que ça. Et donc qu'est-ce qui va faire qu'à 75 ans, 85 ans on va pouvoir faire nos courses tout seul, c'est de pouvoir porter des sacs de 2 kilos d'un côté, 2 kilos de l'autre, et ça en fait c'est pas en faisant de la gonflette qu'on développe cette endurance musculaire, c'est en faisant des exercices de gainage, des exercices avec des équilibres, des exercices type pilates, yoga, renforcement musculaire, mais renforcement des muscles profonds. Et c'est pareil pour la sangle abdominale, les tablettes de chocolat, ça c'est une forme de sport, mais en fait ce qu'il faut muscler c'est les
muscles profonds, c'est les obliques. Ouais. C'est ce qui permet de ne pas se bloquer le dos quand on porte des poids. Et en fait, ces muscles-là, ils ne se voient pas. En tout cas, ils se voient moins. Ouais, non, mais c'est... Et alors, j'ai plein de questions qui viennent, hein, mais... il y a 2 types de sports différents. Il y a ce dont on est en train de parler, et à titre personnel, je me dis, bon, moi, je suis super bien baquée avec la De Rose méthode, mais il y a aussi le côté un peu plus cardio. Est-ce que les 2 sont indispensables ? Parce que pour le coup, moi, je fais beaucoup moins de cardio. Ça m'arrive d'aller courir de temps en temps et encore. Une très bonne question encore. Moi, je dirais même qu'il y a 3 choses en fait qui sont importantes. Parce que voilà, c'est toujours pratiquer, on en parlait avant, pratiquer un exercice physique régulier. Ok, ça c'est les recommandations. Ça ne veut rien dire. Personne ne sait ce que ça veut dire. Combien de temps, quel sport, à quelle fréquence, etc. Dans une optique anti-âge, moi je recommande 3 types d'activités physiques. Alors après, un sport peut combiner les 3 ou un sport peut en combiner 2, mais il y a donc ce qu'on connaît tous globalement, c'est l'exercice cardio-vasculaire, cardio-respiratoire. Donc ça, c'est quelque chose qui va faire travailler les poumons et le cœur, le souffle. Donc ça va être la course à pied, le vélo, la natation. Mais si on fait la boxe, si on fait du yoga de manière un peu énergique, il y a aussi du cardio dedans. Nous, je sais qu'on a une partie qui est de la chorégraphie, où on passe d'une posture à l'autre. Et ça, justement, c'est la partie cardio. Voilà. Ensuite, il y a la partie qui nous permet de prendre du muscle. Donc, on vient d'en parler. Ça, c'est vraiment du renforcement musculaire. Donc, ça va être avec des poids, avec des élastiques. Ça va être du gainage. Et ça, c'est indispensable également. Donc, en fait, quelqu'un qui irait juste courir, en fait, il peut avoir des cuisses musclées et un cardio. Mais en fait, il peut être incapable de... Voilà, les bras, les abdos. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a beaucoup de marathoniens qui se blessent énormément. Moi, j'avais ça quand j'étais médecin généraliste aussi beaucoup, des gars qui font des marathons, mais qui passent leur vie à venir en étant j'ai une tendinite, je me suis bloqué le dos, et je leur dis mais il faut faire du renforcement musculaire en parallèle de vos entraînements de course à pied, parce que là en fait vous avez le cardio, mais votre corps, votre dos, vos abdos, ils ne sont pas musclés assez pour encaisser les impacts, etc. Et c'est là qu'on se blesse les rotules, les genoux, et qu'on dit, à un moment on disait aussi, la course à pied c'est mauvais pour les articulations. C'est mauvais pour les articulations si on n'est pas assez musclé pour gainer, pour que pour que ces articulations-là... tu sais que moi, pour le coup, j'ai souvent mal au genou gauche. Et parfois la douleur augmente, etc. Et ce que m'a dit un ami au yoga, parce qu'il avait la même chose, il m'a dit en fait, évidemment mettre au repos, évidemment aller voir l'ostéo, tout ce qu'on veut. Il me dit lui, ce qui l'a sauvé et ce qui a réglé son problème, c'est de se muscler et de faire la chaise en fait. Il me dit fais la chaise tous les jours. Mais exactement, et c'est ce que font les kinés en fait. Ouais. Mais on peut le faire soi-même. Moi j'ai une patiente il y a 2 jours là qui pendant des années a eu des discopathies, mais des choses graves. Elle est suivie par un rhumatologue avec des hernies, etc. Et elle a fait son scanner de contrôle. Le rhumatologue lui dit mais il y a du gras qui est en train de combler les trous entre vos disques. Qu'est-ce que vous avez fait ? Elle lui a dit le seul truc c'est que je me suis mis au yoga. Et il lui a dit surtout n'arrêtez pas parce que votre corps il est en train de se réparer. Okay. C'est fou. Et donc la troisième, et la troisième, c'est un travail sur la flexibilité, l'équilibre. D'accord. Et ça, on en parle moins parce qu'à 30 ans, ça nous paraît évident. Mais si on revient sur ce que je disais avant, sur les chutes, c'est aussi un gros facteur de risque d'accident et de mortalité chez les personnes âgées. C'est-à-dire, on chute, on se casse le col du fémur, on est alité et hop, on ressort plus jamais du lit. D'accord. Et on fait une pneumopathie, on fait une phlébite, etc. Et donc, cette capacité à ne pas tomber, à garder l'équilibre, à se repérer dans l'espace, c'est aussi hyper important pour la longévité et aussi la coordination. Donc ça, on le trouve donc, notamment dans le yoga, mais on peut le trouver dans la danse, on peut le trouver dans les arts martiaux et aussi, ça fait travailler aussi le mental, aussi la stratégie, la visualisation de l'espace, etc. Donc ça, c'est encore quelque chose d'autre parce que je me suis rendu compte que j'avais des patients qui, par exemple, allaient courir une fois par semaine, allaient à la salle, pousser des poids pendant une fois par semaine, mais qui n'avaient pas du tout d'équilibre, de coordination, de souplesse. Et ça, c'est hyper important aussi. D'accord, donc c'est vraiment les 3. Donc soit trouver 1 ou 2 sports qui englobent 2 ou 3 du cocktail, soit avoir 3 pratiques. Et après, en termes de durée, de fréquence, est-ce que c'est one size fits all ou c'est quoi le...
Déjà, il faut trouver quelque chose qui te plaît parce que tu dois après le faire toute ta vie. Donc moi, c'est ce que je dis aux gens. Ils me disent, mais c'est quoi le meilleur sport ? Et je leur dis, mais il y en a qui sont meilleurs pour dans certaines catégories, évidemment. Il y en a qui sont plus complets que d'autres. Donc on en parlait, le yoga, c'est quand même assez complet. Le renforcement musculaire, quand il est fait avec des coachs qui ont une vision santé, c'est assez complet aussi. Mais je leur dis, surtout, il faut que ce soit quelque chose qui vous plaise parce que vous allez le faire toutes les semaines, toute votre vie. Et donc ça, c'est la première chose. C'est déjà ne pas passer complètement à côté du plaisir qu'on a à pratiquer un sport parce que c'est ça qui fait qu'on va le faire plus souvent et aussi pour la santé mentale. Après, la fréquence, c'est pour ce qui est cardio, on dit que c'est normalement 2 fois 30 minutes par semaine ou une séance de 45 minutes. Donc ça, ce serait pour de la course à pied ou du vélo, etc. La musculation, minimum 1 fois par semaine quand on est jeune et quand on arrive autour de 45, on en parlait de cette... Je suis encore jeune, j'ai que 39. Ne me regarde pas comme ça. Cette zone où il y a la testostérone qui baisse pour les hommes et les femmes qui arrivent en préménopause, à ce moment-là, 3 fois par semaine, une demi-heure, c'est très bien. D'accord. Voilà. Moi, tu vois, je fais 1 heure de boxe par semaine, 1 heure de yoga par semaine et 1 heure de renforcement musculaire. Et ça, c'est mon équilibre. Il y a les 3 trucs, voilà. C'est déjà difficile de le tenir. Mais comme tu dis, le fait que ce soit un plaisir. Moi, je suis arrivée à un moment, mais ça m'a pris quelques années, où ma pratique de Rose Méthode quotidienne, c'est devenu, c'est comme me laver les dents. En fait, quand je le fais pas, je me sens pas bien. Et c'est marrant parce que même mes enfants, ils viennent me voir, ils me font, t'as pas fait ton yoga aujourd'hui, maman, t'es un peu nerveuse là, ça se voit. Je dis oui, je vais le faire. Oui, va le faire, maman. Ouais, en fait, mais ça, joue sur ma santé physique, mentale, sur mon comportement avec les autres. Enfin, et toi, tu connais ça mieux que moi, mais en fait, il faut que ça devienne une habitude, et c'est cette partie-là qui est difficile. Là, moi, quand j'ai repris le sport, j'ai eu 4 enfants rapprochés et je faisais plus du tout de sport parce que j'étais interne en médecine, je pouvais pas. Je les ai allaités. J'ai fait 4 enfants avant de passer ma thèse. Je les ai allaités et j'étais interne en médecine. Donc autant te dire que le sport, c'était le cadet de mes soucis. C'est clair. Déjà, si tout le monde dormait, avait mangé, était lavé, tu disais. Mais je me douchais, j'étais la reine du pétrole, quoi. Et donc quand j'ai repris, les 6 premiers mois avec mon coach sportif, c'était un enfer. Je dormais pendant 3 jours et même au bout, tu vois, le 5e mois, du coup, je me dis mais c'est pas possible, Benoît, quand est-ce que ça s'arrête ? Et en fait, hop, il y a eu un déclic au bout du 6e mois. Ça y est, mon corps, il avait compris. Et maintenant, quand je le fais pas, ça me manque. Et c'est un bonheur. Et il faut arriver à ça, justement, quand ça te fait le même effet que quand tu te couches et tu dis non, et tu te relèves pour être lavé. Exactement. Et après, tu te dis, mais c'est ça qui me manquait, quoi. Et bon, c'est pas facile. Et si c'était facile, tout le monde le ferait. Oui, après, ils ont qu'à me recruter. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres tests C'est toujours ma FOMO de mon ami là, qui me dit qu'il a fait plein de trucs que j'ai pas encore fait. Écoute, si tu fais déjà tout ce que je t'ai dit là, t'es déjà quand même vachement bien. Après, il y a plein de tests, effectivement, qu'on peut faire. On peut calculer aujourd'hui, par exemple, ton âge biologique. Ça veut dire pas l'âge de ton passeport, mais l'âge de ton corps. D'accord. Et donc ça, que mes enfants, on a des verres à la maison où il y a des numéros. Ils disent j'ai 17 ans, j'ai 42 ans. C'est un peu ça. Donc ça, tu l'auras dans les résultats de Zero Health parce qu'on le fait avec les différents biomarqueurs. On peut faire un algorithme. Donc on te dit, bah voilà, sur ton passeport, tu as 34 ans, mais dans la vraie vie, ton corps, il a 32 ans ou il a 45 ans. Voilà. Donc, et ça peut, du coup, ça peut... Quelqu'un qui aurait 32 ans d'âge biologique alors qu'il a 40 ans, mais qui fait n'importe quoi pendant 5 ans, j'imagine que ça s'accélère. Oui. Et est-ce que la réciproque est vraie ? Est-ce que si par exemple tu me dis, Mounia, quand on va se voir pour les résultats, tu vas me dire, Mounia, bon là ça va pas parce que tu as 39 ans sur ton passeport, mais en fait tu as 45 ans biologiquement, est-ce que si je fais plein de choses correctement, je pourrais baisser ? C'est le but. Rajeunir ? Mais oui, bien sûr. Mais c'est le but. En fait, c'est pour ça d'ailleurs qu'on donne ce marqueur-là. C'est rigolo, ça gamifie la chose, mais c'est aussi c'est un outil motivationnel. Parce qu'en fait, on dit aux gens, aujourd'hui, t'as 40 ans et t'as peut-être 40 ans biologiquement, mais en fait, si tu manges mieux, que tu dors mieux, que tu fais du sport, peut-être que demain, t'auras 41 ans, mais t'auras 38 ans biologiquement. Et en fait, l'idée, c'est d'utiliser cet outil, et c'est pour ça qu'on reteste avec Zero Health à 3 mois d'écart ou 6 mois d'écart. C'est de voir, est-ce qu'on s'est amélioré, est-ce qu'on va dans le bon sens, et quelle est la trajectoire qu'on a pris sur les 3 derniers mois, les 6 derniers mois, etc.
J'adore. Et comment est-ce que... alors justement, et puis ça va nous emmener sur l'autre sujet que je voulais qu'on aborde aujourd'hui, mais comment est-ce qu'on ne devient pas un peu obsessionnel avec tout ça et ensuite revenir et aller plus dans le détail, notamment en parlant peut-être des gens qui viennent te voir aujourd'hui. Comment est-ce qu'on se rend compte qu'on n'est pas dans une optique je veux pas mourir ou je veux vivre 200 ans, mais c'est plutôt je veux être présent quand je suis avec ma famille, mes amis, mes enfants, au boulot, je veux performer dans un sens, on va dire, noble. C'est pas être une machine, mais c'est être, profiter de ma vie, quoi. Donc voilà un peu les deux questions. Ouais. Moi, c'est un peu ma vision, c'est de faire du Pareto de la santé. Parce que souvent, le mieux est l'ennemi du bien. Et que ce qu'on oublie aussi, c'est que... et ça, c'est le problème justement des gens qui sont obsédés par la data, c'est que ça reste des chiffres. Et il y a aussi des facteurs dans la longévité qui, pour le coup, ne sont pas quantifiables, comme la santé mentale. Donc, on sait que la santé mentale et le stress ou l'absence de stress, ça a des répercussions énormes, qu'il y a un lien entre le corps et l'esprit qu'on ne sait pas expliquer à 100% aujourd'hui. C'est peut-être quantifiable, le taux de cortisol, si tu regardes le taux de cortisol. C'est une métrique. Mais en fait, on ne peut pas tout... Et par exemple, le lien social, il paraît que ça a un impact de dingue. Exactement. J'ai des relations profondes, qualitatives dans ma vie, quoi. C'est ça. Et donc, en fait, c'est ce que je dis aux gens, c'est qu'après, si vous passez 1 heure par jour à faire vos piluliers et à obséder sur vos résultats, en fait, ok, vous gagnez peut-être 0,1 point sur la glycémie à jeun, mais en fait, vous perdez sur la métrique sociale. Et donc, le bien-être mental, la socialisation, tout ça, c'est aussi hyper important dans la longévité. Et puis notamment, même pour revenir à de la data, le fait de sécréter de l'ocytocine, c'est quand même l'hormone qui, nous les femmes, notamment les hommes aussi, mais nous les femmes, l'ocytocine peut avoir un impact sur notre progestérone, sur nos oestrogènes et tout ça. L'ocytocine, tu prends dans les bras les gens que t'aimes, tu fais l'amour, tu embrasses les gens. Moi, je sais que j'adore les hugs. Alors, pas avec tout le monde, mais des gens que j'aime beaucoup. Mais disons que mon filtre à hug est plus large que peut-être beaucoup de gens. Et je me dis, tant mieux, c'est bon pour ma santé. Mais oui, et la dopamine, c'est faire des choses qui nous font du bien. C'est la récompense, c'est obtenir ses buts, c'est faire son sport et dire, je suis content d'avoir fait ma séance de sport. La sérotonine, c'est le plaisir. Et donc, en fait, tous ces neurotransmetteurs, on a été créés pour naturellement les rechercher dans notre environnement. Et ils existent. Et donc, en fait, voilà, encore une fois, sauf si c'est un kiff extrême de préparer tes piluliers. Dans ces cas-là, chacun sa passion. Voilà, chacun sa passion. Mais voilà, moi j'en ai quand même certains patients qui sont un petit peu obsessionnels, tu vois. Et je les vois. Non, mais je les vois arriver, je les connais. C'était ceux qui en médecine générale sont hypocondriaques. Et là, en fait, c'est pareil. Ils obsèdent sur, tu vois, ils m'écrivent, ils me disent tel biomarqueur a augmenté de 0,3%. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Pas du tout. Mais en revanche, détends-toi. Ouais, c'est clair, ça va dire du bien, le biomarqueur. Voilà. Non, mais je leur dis, tu vois. J'ai un patient, là, la semaine dernière, pareil. Il me dit, il était sur ses résultats de cholestérol, et puis il me dit, mais là, j'aimerais être à tel objectif, et puis il en est pas loin, et puis il a déjà un traitement contre le cholestérol, donc je veux pas lui en mettre plein, et puis il fume. Et je lui ai dit, mais attendez, en fait, là, on est en train de regarder à côté du c'est pas ça ton problème, quoi. Ouais. Et il me disait, je peux trouver telle molécule qui se trouve pas en France, comment on fait? Je lui dis, mais si vous voulez, allez-y, moi je vous fais la prescription, mais là le problème, c'est le tabac. Il faut regarder voilà. Pas regarder donc le mieux est l'ennemi du bien, globalement. Non, mais surtout, faut pas oublier la composante plaisir dans tout ça, la composante sociale, le bien-être, le sens à ce qu'on fait, à ce qu'on donne, le mental. Enfin, quand on se réveille le matin et qu'on aime ce qu'on fait, on a de l'énergie. Voilà. Et si on sait qu'on va faire un truc qui nous plaît pas ou être avec des gens qu'on n'aime pas, naturellement, on n'a pas d'énergie. Oui, et ça, voilà. Et après, ça se retraduit dans le corps avec les neurotransmetteurs, tout ce qu'on veut. Et on aura beau supplémenter, mettre des trucs, des machins, des molécules. Il se passera rien. Tant que l'environnement change pas, ça change pas. En tout cas, mais je me considère très chanceuse quand je t'écoute, parce que tu vois, ce matin, je me suis réveillée, j'ai vu mon agenda avec 2 enregistrements de podcast. Et j'étais trop heureuse. C'est vrai, je sens que ça me donne de l'énergie. Donc... c'est ça, non mais c'est vrai. Ouais. Quand on aime ce qu'on fait, on se réveille le matin, on est content de se réveiller. Ouais. Et ça, c'est la meilleure médecine qui existe. C'est clair. On revient au bon sens paysan, finalement. C'est vrai. Et du coup, pour aller sur la deuxième question qui est, ok, en fait, finalement, l'enjeu, c'est pas forcément, même si ça peut être une conséquence heureuse,
de vivre jusqu'à 120 ans, c'est juste aujourd'hui, j'ai des enregistrements de podcasts, ensuite je vois des amis, ensuite je fais ci, ensuite et demain je dois me lever tôt pour un train. Et mon enjeu, c'est juste de faire ça en profitant et pas en étant claqué parce que je manque de sommeil. Ou que j'ai bu, je manque pas de sommeil, mais comme j'ai bu de l'alcool, j'en profite pas. Comment est-ce que tu peux un peu élaborer là-dessus et peut-être avec des exemples justement des gens qui viennent te voir, c'est quoi leurs besoins, c'est quoi les bénéfices qu'ils voient, La demande principale des gens, quand je dis vraiment jeunes, c'est moins de 40 ans, c'est 2 problématiques principales, c'est souvent le sommeil. Ils dorment pas bien ou pas comme ils aimeraient, ou ils se sentent pas reposés quand ils se réveillent, et c'est l'énergie. D'accord. Ils disent voilà, moi je sens que j'ai pas l'énergie qu'il y avait il y a 5 ans, ou j'ai l'impression qu'il y a un truc qui tourne pas rond, etc. Et donc c'est là qu'on en revient sur tous les tests en fait. On leur fait tous ces examens dont je t'ai parlé, et souvent on se rend compte que parfois c'est même pas le nombre d'heures de sommeil, mais ça va être l'heure à laquelle on dort. C'est tout bête, mais par exemple, les heures de sommeil avant minuit, elles sont beaucoup plus réparatrices qu'après minuit. Mais ça, alors moi, je l'ai observé de manière empirique sur moi, mais j'arrive pas trop à comprendre au niveau scientifique. J'aimerais bien que tu m'expliques. Ouais. Alors moi, c'est bien simple. J'ai toujours été une couche tôt, lève tôt. Mais quand je me couche, maintenant, je le sais, il y a certains jours de ma semaine, quand j'ai mes enfants, je les mets au lit et je vais au lit à 21h. Ça m'arrive très souvent. Au moins 1 à 2 fois par semaine, tu vois. Et je me lève à 4 ou 5 heures du mat. Et je suis au top du top. Et naturellement, je ne mets pas de réveil à 4 heures du mat. Et en plus, intellectuellement et de manière... ma créativité est à son max. Moi, les meilleures idées que j'ai eues pour ma vie, pour mon business, pour tu vois, le non 108 milliards, il y a eu un matin. Alors, à l'époque, je bossais dans un fonds d'investissement. Je n'avais pas du tout de velléité, ni de le quitter, ni de monter un truc, ni rien. Il y a eu un matin où j'ai ouvert les yeux à 4 heures du mat et j'ai acheté le nom de domaine en disant... Tu l'utiliseras un jour. J'adore, j'adore cette histoire. Et pareil, le pitch de mon roman, 4 heures du mat, j'ouvre les yeux et je l'écris sur mon téléphone en 2 secondes. Et donc, si tu veux, ce truc de avant minuit, alors que si je me couchais à minuit pour me réveiller à 8 heures, donc finalement, je dors pas beaucoup, 21h, 4 heures, je sais pas combien ça fait, mais si, je dois savoir, ça fait 8 heures. Mais si je me couchais à minuit pour me réveiller à 8 heures, ça ne me fait pas du tout le même effet. Quand je me lève à 8 heures, j'ai du mal à me réveiller, j'ai pas envie de sortir de mon lit, etc., etc. Alors, on sait aujourd'hui qu'il y a quand même 3 types de dormeurs. Il y a quand même vraiment aussi des prédispositions à être couche-tôt ou couche-tard. Donc ça, c'est vrai. Ouais. Tu vois, typiquement, les couples, il y en a un qui va... En fait, il y a quand même une part qu'on contrôle pas. Ouais. Et donc, il faut se connaître et savoir ce qui fonctionne pour soi. Mais quand même, toute chose étant égale par ailleurs, personne... Quand je dis couche-tôt, couche-tard, c'est celui qui se couche à 21h versus celui qui se couche à 23h. Ouais. Mais passé 23h, en fait, ce sommeil-là, il est moins qualitatif que toutes les heures avant minuit. Et donc, il y a aussi parfois ça. Moi, j'ai des patients qui me disent « Mais je comprends pas, je dors 8 heures, de minuit à 8 heures. » Je leur dis « Ouais, mais c'est pas pareil que de dormir de 22h à 6h. Ouais. Pourquoi probablement, on l'explique pas très bien en fait, mais probablement c'est quand même en lien avec les neurotransmetteurs. En fait, le soir... donc on a un pic de cortisol le matin, entre 6 et 8 heures du matin. Et c'est par rapport au soleil, c'est quoi le... Non, c'est qu'en fait on a un cycle dans notre corps, de la même manière que le soleil et la lune ont un cycle de 30 jours, de 365 jours. Mais qui est du coup un peu calqué sur... Alors, qui est calqué sur la manière dont on mange et sur le soleil aussi. C'est pour ça que c'est important le matin, par exemple, de sortir à la lumière du jour sans lunettes de soleil vers 8 heures du matin. D'accord. Parce que ça envoie... Le soleil passe dans notre rétine et envoie le message au cerveau qui dit c'est le matin, on se réveille. Merci à nos enfants, on doit les emmener à l'école à 8h. Ça exactement. Tombe bien, ça nous fait la petite balade. Et ça, tu sais, on en rigole, mais moi j'en rigole souvent. Je dis c'est le truc qui me force à tous les jours être dehors à 8h30 à l'heure où il y a les premiers rayons du soleil ou un peu plus tard en fonction de la saison. Mais en fait, ça c'est super bon pour l'endormissement le soir. D'accord. C'est-à-dire que l'endormissement du soir à 22h se joue le matin quand tu te réveilles et que tu vas prendre la lumière naturelle le matin sans lunettes de soleil. Parce que du coup, ça règle un peu le cycle interne, de dire tiens, là, si tu as pris la lumière à 8 heures, voilà, il va se passer à peu près 12h, 13h, 14h. Exactement. Okay. Et ça, c'est un des premiers trucs que je conseille à mes patients, tu vois, même en médecine générale, qui font des grosses dépressions, qui sont en burn-out, qui sont en arrêt maladie pour raison professionnelle. Souvent, je leur dis, je sais que c'est difficile, je sais que vous êtes crevés, je sais que... c'est difficile. Mais vous allez emmener mes enfants à l'école demain matin pendant que moi, je fais la grasse mat. J'ai des babysitters gratuits depuis ça. Non, mais je leur dis, je vous demande un seul truc, c'est de mettre un réveil
et d'être dehors le matin à 9h et de faire 1 heure de marche de 9h à 10h. Après, vous voulez rentrer chez vous, dormir, faire 2 heures la sieste, regarder des séries, ok. Mais vous faites ça. Parce que sinon, vous allez complètement vous dérégler. Et on le voit, après, ils se couchent à 2h, à 4h. Le matin, ils n'arrivent pas à se réveiller. Puis c'est le cercle vicieux, etc. Donc, on a un cycle interne, en fait, qui est régulé par nos hormones, par notre rétine, le chiasma optique, en fait, qui est dans le cerveau. Et donc, ce cortisol, il monte le matin entre 6 et 8 heures. C'est l'hormone qui nous rend un peu speed, qui fait qu'on se réveille, qu'on a envie de faire des choses. Et progressivement, ça va descendre tout au long de la journée, jusqu'à arriver à son minimum vers 17, 18, 19 heures. Et donc, c'est le moment où, en fait, on a envie de s'endormir parce que le cortisol baisse. Et à ce moment-là, c'est la mélatonine qui augmente. La mélatonine, une hormone qui nous rend somnolents, qui nous donne envie de dormir, etc. Et donc, le plus probable, c'est qu'en fait, quand on est trop loin de ce pic de mélatonine, et ben, en fait, on a un endormissement qui est moins qualitatif et donc des phases de sommeil qui, derrière, sont moins réparatrices. Et c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure du repas, du dîner à 18h30 plutôt que 19h30, parce qu'en fait, du coup, c'est 2 signaux qui vont dans le même sens. C'est-à-dire qu'on est en train de dire au corps, c'est le dernier repas, on ne mange plus, le corps est au repos, et l'hormone de la mélatonine arrive, le cortisol baisse, et tout arrive en même temps. Et donc là, le corps se dit, c'est un peu comme des signalétiques sur le train, hop, tous les feux sont au vert, le train, il passe. S'il y en a 2 qui sont verts, un qui est rouge, il ne sait plus trop. Et donc, quand on mange à 22h, même si on a tout bien fait, le corps ne sait plus. Il se dit, mais attends, je pensais que là, on était en train de se calmer et de dormir. Et hop, on me donne un repas. On me donne un repas à digérer. Et donc, il ne comprend plus. D'accord, hyper intéressant. Alors moi, j'ai l'impression, alors pas toujours, hier, je me suis couchée à 1h du mat parce que je voulais discuter avec ma coloc que je n'avais pas vue et que j'avais un dîner, évidemment. Mais je suis quand même assez caricaturale et c'est assez naturel pour moi. De me coucher très tôt, en tout cas quand je suis à Montpellier, dans mon rythme, on va dire, quotidien. Et donc je me couche très tôt, j'aime bien dîner avec mes enfants tôt. Ou alors moi, ce que j'aime bien aussi, c'est faire un goûter salé à 17h, 18h, et puis c'est fini. Et alors, ce que j'ai constaté aussi, donc tant mieux, finalement, je me dis, ce rythme que j'ai naturellement et qui limite mon corps m'appelle à avoir, il est cool, autant le garder, autant le favoriser. Mais ce que j'ai constaté aussi, c'est que la fin de la journée, le 19h, etc., vient aussi pour moi avec un petit coup de down au niveau de mon humeur. Je suis un petit peu limite déprimée. On rigole avec les gens très proches de moi qui me connaissent bien. Ils me disent, ah oui, c'est l'heure du dédoublement de personnalité. T'es quelqu'un d'hyper joyeux, hyper optimiste. Et puis c'est le moment où tout est nul, où rien va bien se passer. Est-ce que c'est explicable aussi par tout ça ou c'est spécifique à moi Non, et il y a aussi, c'est explicable, et il y a aussi des fluctuations hormonales, même chez la femme. D'accord. Et on le sait chez l'homme, le pic de testostérone chez l'homme est le matin, d'où, tu sais, on dit les hommes, ils ont une érection matinale, quand ils vont bien, c'est vrai. En fait, les hommes sécrètent plus de testostérone le matin, donc ils ont plus d'énergie, plus de libido, etc. Et en fait, on le sait moins, mais les femmes aussi ont des fluctuations journalières de leurs hormones. D'accord. Et donc, le soir, tu as des fluctuations hormonales qui peuvent faire qu'effectivement, on a un peu moins le moral, on voit un peu plus tout en noir, parce que c'est le moment où les oestrogènes vont pas aller dans le même sens que le matin. D'accord, ok. Voilà. Donc c'est assez... Et donc c'est pour ça que quand on prescrit des traitements hormonaux substitutifs de la ménopause, c'est important de prendre la progestérone et les oestrogènes au bon moment dans la journée pour essayer de se coller le plus possible au cycle classique. D'accord. Ouais, exactement. Et alors justement, je pense qu'aujourd'hui on va pas forcément avoir le temps de plonger dans le sujet de la ménopause, et peut-être qu'on fera un autre épisode, mais très rapidement, donc moi... Justement, au début, je sentais ma réticence à y aller en me disant non, t'es pas concernée. Limite, il y avait un petit côté, si je commence à m'y intéresser, ça va venir plus tôt. Non, mais n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Tu vois, alors qu'en vrai, ne pense pas à un éléphant en rose. Exactement, ne pense pas à un éléphant rose, ne t'intéresse pas à la ménopause. Mais en fait, il y a des podcasts anglais, américains que j'adore et qui sur tous ces sujets-là. Et il y avait pas mal d'épisodes sur le sujet. Et donc, à un moment, je me suis dit, allez, vas-y. C'est passionnant tout ce que j'ai appris. Ouais. C'est pas du tout ce que je croyais. Et un point très concret que je voulais qu'on partage aujourd'hui, et je ne sais pas si tu vas y aller dans ce sens-là, mais il y a eu un espèce de ce que j'ai compris, et tu vas me corriger, de misunderstanding sur les compléments hormonaux substitutifs à la ménopause. Les femmes en ont pris depuis les années 50, beaucoup, les médecins les prescrivaient. Il y a eu une étude dont les résultats sont sortis dans la presse au mauvais moment, de manière n'importe quoi, qui disait que ça pouvait donner le cancer du sein. Et du coup, tout le monde a été en mode « Ah non, Satana, je ne prends pas d'hormones ».
Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que cette étude, en fait, elle disait même pas ça, mais c'est juste que les résultats sont sortis n'importe comment, de la mauvaise manière, et qu'en fait, c'est fondamental pour les femmes de prendre ces traitements et de repousser au maximum le moment où tu n'as plus d'oestrogène, parce que, est-ce que toi, tu peux me donner ton regard? Je ne sais pas si tu t'es intéressée à ça. Si, c'est exactement ça. En fait, les traitements hormonaux substitutifs de la ménopause, ils existent depuis une 50aine d'années. Et en fait, il y a une étude qui a été faite il y a 30 ans, et cette étude a été publiée et est devenue très médiatique. Et donc, on est resté sur cette idée que les traitements hormonaux substitutifs de la ménopause, ils avaient 2 risques principaux graves, fréquents, qui sont le risque cardiovasculaire, donc ça donnait plus d'AVC, d'infarctus, et qu'ils augmentaient le risque du cancer du sein et de l'utérus. Et donc pour te dire, effectivement, moi, quand ma propre mère a été ménopausée, elle m'a appelée. À l'époque, j'étais en 6e année de médecine ou quelque chose comme ça, et elle me dit est-ce que je devrais prendre un traitement hormonal substitutif? Et encore moi, à l'époque, je lui ai dit oulala, non mais surtout pas, y a un énorme risque. Elle me dit ouais, mais j'ai des bouffées de chaleur quand même, je sais pas. Et je lui ai dit non, ça augmente le risque de cancer du sein, ne le prends pas. Aujourd'hui, si tu vois, je m'en mords les doigts. Bon. Mais c'était un peu ce qu'on nous a appris, nous, à la fac de médecine. Et puis on mettait tout dans le même panier de la pilule, quoi. Donc tout ce qui est hormones artificielles qu'on prend, c'est pas bon. Voilà, et donc c'est encore resté assez ancré. Et donc même aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de gynécos et de médecins généralistes qui sont restés sur cette idée de le traitement hormonal substitutif va des rétrosatanas, surtout pas. Vivez avec, madame, vous avez des symptômes, vous allez avoir votre ménopause. Ou alors vraiment, quand les patientes insistent, etc. Bon, alors en fait, cette étude, pour y revenir, c'était une étude qui a été faite, tout a été mal fait en fait, mais c'est une étude qui a été faite déjà avec des hormones qui étaient synthétiques et pas biodisponibles, donc c'est déjà pas du tout le même type d'hormones, et c'est des hormones qui sont connues aujourd'hui pour effectivement donner un surrisque cardiovasculaire. Ensuite, c'est une étude qui a été faite avec des femmes qui étaient ménopausées déjà depuis plus de 10 ans. Donc on leur a mis ce traitement-là à 65 ans. Et donc l'usine, elle était déjà fermée. Donc elles avaient déjà eu 10 ans sans hormones, et donc c'est plus du tout ce qu'on recommande aujourd'hui. Donc effectivement, il y a un surrisque à ce moment-là, parce qu'en fait, tu as créé des plaques, des calcifications dans tes artères pendant 10 ans sans oestrogène, et là, hop, on te met quelque chose, des hormones, des oestrogènes qui nettoient les plaques. C'est pour ça que les femmes sont protégées des événements cardiovasculaires quand elles ont des oestrogènes, parce que l'œstrogène, c'est un peu un nettoyant, pour faire simple. Ça nettoie la plaque. Donc on est protégé. Puis hop, quand on n'a plus, on crée de la plaque. Et si tu remets le nettoyant 10 ans plus tard... C'est comme une voiture qui n'aurait pas été utilisée pendant 20 ans et tu essaies de l'utiliser, exactement. Et donc ça décrochait les plaques, les femmes faisaient des AVC, des phlébites, et on a dit, oh là là, catastrophe. Ça, c'est l'autre truc, c'est que il faut mettre ce traitement-là quand c'est possible. Je vais y revenir, il y a des contre-indications, mais il faut, si possible, le faire dès le début de la ménopause. Dès le début. En tout cas, il ne faut pas rester 10 ans sans rien. C'est pour ça que faire des analyses régulièrement de nos taux d'oestrogène et compagnie, c'est parce que si tu as déjà plein de symptômes de la ménopause et que tu te réveilles, c'est limite un peu... Alors après, on a 5 ans, même 5 ans, c'est OK, mais plus on attend, plus on a de risques. Donc c'est vrai que, voilà. Ça, c'était la deuxième chose. Ensuite, c'était des femmes qui avaient été recrutées et qui avaient déjà beaucoup de pathologies. Donc c'était des femmes qui avaient déjà du diabète, déjà de la tension, déjà des antécédents. Donc c'était pas la population générale forcément, et donc il y avait un surrisque qui était lié à ça. Voilà. Tout ça fait que, en fait, ces études ont montré qu'il y avait un surrisque chez ces populations-là, mais en fait, c'était pas la bonne hormone chez des femmes qui étaient ménopausées depuis trop longtemps et qui n'étaient pas recrutées correctement. Bon, il y a plein de choses qui peuvent expliquer qu'effectivement, il y a un petit surrisque. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que il y a aussi beaucoup de bénéfices à mettre un traitement hormonal substitutif. Il y a une protection contre la démence et la maladie d'Alzheimer. Donc, si toutes les femmes qui sont éligibles avaient un traitement hormonal substitutif, on diminuerait de 25% le taux de démence chez les femmes. C'est ouf. C'est énorme. Sachant qu'aujourd'hui, la maladie d'Alzheimer, on ne peut pas la traiter, mais on peut l'éviter. Et ça, on n'en parle pas. On protège aussi contre l'ostéoporose, puisque comme on en parlait, la densité osseuse, elle diminue, et le fait de ne plus avoir d'œstrogène, ça va être un facteur de risque de sarcopénie, ça veut dire de fonte du muscle, tout simplement. Donc ça permet de garder du muscle, ça permet de garder un cerveau en bonne santé. Il y a aussi quand même toute la qualité sexuelle, hein. Ça évite tout ce qui est sécheresse vaginale, baisse de libido, donc pour la qualité de vie... Ocytocine, etc. C'est important pour la qualité de la peau.
et des cheveux. Et effectivement, les oestrogènes, en fait, c'est naturellement anti-rides, etc. Et puis, c'est un protecteur cardiovasculaire. Parce que c'est ce que j'expliquais, les oestrogènes, finalement, sont un protecteur cardiovasculaire. Donc, si on n'a pas un gros sur-risque, qu'on n'est pas une fumeuse, etc., au contraire, ça va protéger. Ça va protéger contre les infarctus, contre les AVC, etc. Et donc, tout ça mis dans la balance, ça fait que moi, aujourd'hui, je suis plutôt favorable à prescrire un traitement hormonal substitutif à toutes les femmes qui n'ont pas de contre-indication. Alors, attention, il y en a quand même. C'est pas pour tout le monde. Donc, la première chose, c'est le tabac. Quand on fume, vraiment, pour le coup, on ne peut pas le mettre et le mettre très longtemps. Donc, c'est un argument de plus pour arrêter de fumer parce que ça, c'est un vrai truc embêtant. Et puis, il y a quand même effectivement les antécédents de cancer du sein au premier degré. Donc, si maman, la cousine a eu un cancer du sein jeune, non, effectivement, il y a un surrisque. Dans tous les cas, il faut être suivi très rigoureusement par son gynécologue, faire des frottis, faire des mammographies régulièrement, faire des prises de sang, etc. Et puis certaines pathologies métaboliques aussi. Voilà, une patiente qui aurait un très gros surpoids, de la tension, du diabète, non plus. Donc il y a des contre-indications formelles. Là, j'en ai évoqué quelques-unes. Puis il y a des contre-indications partielle, on va dire. Il faut être très suivi. Où il faut être très suivi, ou alors ça dépend de combien on en a. Si on en a une, ça va, mais deux, non. Enfin voilà. Donc, de toute façon, c'est avec un médecin. De toute façon, il faut être suivi. Voilà. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui, sur les décennies qui sont passées, n'ont pas été traitées parce qu'on ne savait pas et qui en auraient bénéficié malheureusement. Et une fois que c'est mis en place, si ça se passe bien et qu'il n'y a pas d'événements intercurrents, ça peut être quasiment toute la vie, en fait. Et il faut que ce soit à petite dose aussi. Est-ce que tu es en train de dire que la ménopause est une option ? C'est un peu ça. C'est un peu ça. Ouais. Alors ça, tu vois, on en parlait, c'est pareil. J'ai une patiente, quand je faisais complètement de la médecine générale, j'étais pas encore du tout dans la médecine fonctionnelle, j'avais une patiente comme ça, une femme magnifique de 80 ans. J'ai jamais vu ça. Elle était là, elle arrivait altière, en pleine forme, elle faisait de la gym. Tu disais, quand je serai grande, je veux être comme elle. Exactement. Et ben elle avait ça en fait. Elle avait son traitement hormonal substitutif depuis des années. Et moi, je vois une femme de 80 ans arriver avec son traitement et je lui dis, mais what ? C'est quoi cette histoire ? Tu sais, moi, je me dis, mais non, mais c'est tout ce qu'il faut pas faire. Oh là là, je vais lui dire qu'elle prend un risque incroyable. Et elle m'explique, elle me dit, j'ai essayé à un moment parce que ma gynéco m'a dit comme vous, et je n'étais plus la même personne. Je peux pas faire sans, j'ai plus d'énergie, etc. Elle m'a dit, exactement, elle m'a dit, non, mais moi, je prends ce risque. Je suis suivie, je fais des mammos, je fais mon frottis chaque année, mais je sais que c'est ce qu'il me faut. Et ça fait partie de ces patientes dont je te parlais tout à l'heure. Un peu réveillée, quoi. Où je me suis dit, bah attends, je vais quand même rechercher le truc, quoi. Oui, au lieu de me dire, elles font n'importe quoi, je vais me dire peut-être qu'il y a des choses à prendre. C'est placebo. Je peux te dire que je l'ai vu, c'était pas placebo, quoi. Ou alors le placebo fait des miracles. Et bah aujourd'hui, je me dis, elle faisait tout bien, elle avait tout compris, quoi. Génial. Bon, voilà. Après, encore une fois, elle avait pas de contre-indication, elle était pas fumeuse, elle faisait du sport, elle était, voilà, elle faisait aussi à côté tout ce qu'il fallait. Mais un très bon exemple. Super. On va être comme elle quand on sera grande. J'espère. Je te remercie, Émilie, c'était passionnant. J'ai l'impression qu'on pourrait continuer des heures. Ouais, merci à toi. On a eu plein de choses à se dire. Alors, ce qu'on peut dire à nos auditeurs, c'est qu'on a déjà pris rendez-vous pour un autre épisode où là, le but, ce sera plutôt justement de donner un exemple concret de ce que tu fais avec tes patients. On va regarder mes résultats. C'est ça. Et puis on va voir ce que... Alors je sais pas si je communiquerai tout, on verra ce que je trouve. Voilà. Mais voilà, mais globalement j'ai envie de jouer le jeu. C'est un peu ce qu'on s'est dit aussi avec Zero Health, qu'on avait envie de faire ça. Donc j'ai trop hâte de te retrouver. Moi aussi. À bientôt. À bientôt.